Ici et maintenant, 95.2, La Vague d'OVNI, une émission produite et présentée par Didier Deplège, Alex à la réalisation. Aujourd'hui, il sera question d'OVNI, naturellement, mais pas seulement. Notre invité est le rédacteur en chef de la revue Nexus, la version française. Son nom est David Dennery et cette édition française est disponible depuis 1999. J'aimerais, David, pour commencer, connaître l'histoire un peu de cette revue d'abord australienne et comment tu as inauguré en fait cette diffusion en langue française. C'est un petit peu l'occasion qui fait le larron, hein. C'est un ami qui nous a présenté cette revue, hein, qu'on ne connaissait pas, parce que bon, tu imagines que toutes les revues de langue étrangère ne passent pas dans les kiosques en France, évidemment. Surtout celle-là qui est quand même un petit peu alternative et qui nous a présenté ça. Et on était à une époque où on découvrait un petit peu tous les dessous du dessus, toutes les coulisses des manipulations en jeu dans l'actualité. Et on a été séduit par le contenu de cette revue. Et donc on s'est mis en contact avec l'éditeur australien Duncan Rhodes. Et le courant est tout de suite passé et lui-même a tout de suite joué le jeu, évidemment, pour une traduction française. Mhm. Alors, vous avez traduit l'essentiel de la revue dans un premier temps, ou vous êtes déjà, dès le début, détaché un peu du contenu original? On a toujours été en autofinancement, donc on avait très très peu de moyens, on était même bénévole au démarrage, donc on n'avait pas du tout les moyens de faire nos propres enquêtes ou nos propres articles, ni même notre propre maquette ou notre propre couverture, ce qui a bien changé depuis. Et on gardait la couverture originale, on gardait la maquette originale et on ne faisait que traduire quasiment mot à mot les articles du Nexus australien. Mhm. Et puis on a démarré avec très peu de ventes, évidemment. Et puis les mois passant, les numéros passant, les ventes ont régulièrement augmenté, libérant de plus en plus de moyens. D'abord pour nous payer des petits salaires, ensuite pour refaire une maquette, puis une couverture, l'adapter à un lectorat français, ce magazine, cette revue. Et au final, aujourd'hui, pour en venir à quasiment compléter l'édition australienne, je dirais que la version française comporte entre 30 et 50% sont propres à l'édition française. Mhm. Effectivement, donc une certaine autonomie. Une autonomie totale. On est des gens qui fonctionnons complètement au feeling, je dirais, avec Duncan Rhodes, c'est la bonne entente cordiale. Il nous fait entièrement confiance pour pressentir ce qui peut intéresser le lectorat français. Et là-dessus, on est vraiment entièrement libre, quoi. C'est vraiment super de travailler dans des conditions comme ça. On n'est pas des businessmen, ni les uns ni les autres, et la souplesse est de mise, et même la règle. Alors, j'ai découvert le mot Nexus en même temps que la revue. Ne savais pas que c'était un mot latin signifiant un lien, un entrelac de cause et d'effet. Est-ce qu'on pourrait dire un centre névralgique? Ouais, l'entrelac de cause et d'effet, c'est un terme qui est employé en français, en tout cas en théologie, uniquement, alors que l'acception anglophone est bien plus usitée. On dit un nexus en anglais pour parler d'un groupe de personnes qui ont des intérêts communs, par exemple, ou pour tout groupe entrelac effectivement de relations, voilà. Mhm. Mais avec évidemment sous-jacent l'acception étymologique qui elle vient bien de la théologie et du latin et qui signifie l'entrelac des causes et des effets. Mhm. Parmi vos nombreux combats alternatifs, tu le disais tout à l'heure, il y a celui des vaccinations, essayer d'apporter au public certains éclaircissements sur la nocivité des vaccinations ou alternativement le fait que scientifiquement leur efficacité ne soit pas prouvée. Et ça vous a coûté, je crois, assez cher à l'automne dernier, cette affaire. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais à la rigueur, on a fait là, je dirais, on est passé à l'épreuve du feu et puis c'est presque une reconnaissance officielle qu'on a obtenue finalement. Donc c'est sans regret que nous nous sommes libérés à cette occasion de toute subvention ou de tout soutien des pouvoirs publics, puisqu'effectivement, à l'inverse de l'ensemble de la presse, tout comme la revue de Bécassine ou Deux Chevaux Magazine ou New Look, qui
participe au terme du texte à la pluralité de la pensée, ce qui est un petit peu marrant. Ce n'est pas le cas de la revue Nexus, pourtant, qui fonde ses articles sur des études très scientifiques. Mais le débat démocratique n'est pas vraiment d'actualité, semble-t-il, en France, en tout cas sûrement pas au pays de Pasteur en ce qui concerne le sujet de la vaccination. Et de ce point de vue-là, pourtant, je pense que nous sommes plus rationalistes que le roi, puisque nos articles en la matière étaient effectivement très fondés. On a remis en cause non seulement l'innocuité des vaccins, mais ce qui était important, on est allé beaucoup plus loin, puisqu'on a remis même en cause le principe de la vaccination, en étudiant un petit peu plus précisément l'histoire de la vaccine et de la pseudo-découverte d'un grand communicant qui était Pasteur avant tout, c'était un chimiste, il n'était même pas biologiste, encore moins médecin, et pour mettre en évidence que la rage d'abord est loin de tuer l'ensemble des personnes qui contractaient le virus, mais environ 12% d'entre eux. Donc vraiment en mettant à mal la démonstration qu'a fait à l'époque Pasteur, qui a été une très très bonne opportunité politique essentiellement et médiatique pour le régime alors au pouvoir. Mmh. Alors effectivement, on nous a reproché de remettre en cause les acquis positifs de la science en la matière. Et Dieu sait pourtant si la médecine n'est pas une science exacte, sinon on en serait encore à faire des saignées comme au temps des médecins de Molière. Mais ça n'a pas empêché la commission paritaire, qui dépend des services du Premier ministre, qui alloue ce numéro de commission paritaire, de nous reprocher effectivement de remettre en cause l'innocuité des vaccins, et par là même, je reprends les termes exacts de ce refus, d'inquiéter les esprits les plus fragiles. Voilà, donc c'est très très étonnant, et si c'est pas une censure, je me demande bien ce que c'est. Néanmoins, voilà comment en France on en est arrivé aujourd'hui il n'y a même plus besoin de déguiser les choses, quoi. Je crois que le plus dur dans cette histoire, c'est le manque de réaction de nos confrères de la presse, puisque aucun ne nous a soutenus, à part des petits journaux alternatifs vendus par abonnement. Aucun de ceux qui paraissent en kiosque ne s'est inquiété de la situation. Et pourtant, eux, inquiètent, font largement leur fonds de commerce de la peur, évidemment, au travers de l'actualité. Et si eux ne sont pas susceptibles, ou du moins leurs informations ne sont pas susceptibles d'inquiéter les esprits les plus fragiles, alors je ne sais pas comment on pourrait les inquiéter. Donc le résultat, concrètement, c'est que vous êtes passé d'une TVA de 2,9% à 16,9%. De 10 à 19,6%. Ouais. Donc une augmentation de 15% de nos charges, alors qu'on a répercuté sur notre prix de vente. Pourtant, nous n'avions, depuis 1999, donc cela faisait 8 ans d'existence au cours desquels on n'avait jamais répercuté ne serait-ce que la hausse des prix, l'inflation. Et bon, par manque d'opportunisme, je crois, tout simplement, puis parce que notre travail à nous, c'est l'info et peut-être plus que la gestion. Toujours est-il qu'on a répercuté cette hausse de 15% sur notre prix de vente et que ça n'a pas, en tout cas, infléchi nos progressions, la progression de nos ventes, ce qui, dans le monde de la presse aujourd'hui, est quand même un sacré succès et un beau pied de nez fait au pouvoir public, en l'occurrence. Parce que la presse se porte, on entend partout dire ô combien la presse est en grave difficulté, ce qui n'est pas notre cas. Le coup dur, par contre, que là on a dû prendre en charge, c'est la hausse de 500% de nos envois postaux, car on nous commande Nexus à distance, par correspondance, et là par contre, ça a été une multiplication par 5 de ces charges-là. Alors ça, c'est un petit peu plus dur, mais bon an, mal an, les progressions des ventes étant ce qu'elles sont, on a pris une année de retard dans nos progressions de marge, mais c'est tout, quoi. Bon, alors, on prendra des vacances un peu plus tard, c'est pas très grave. Bien, un esprit militant, donc on peut soutenir soit en s'abonnant, soit en achetant au kiosque. Oui, effectivement, oui, bien sûr. Tous les 2 mois. Tous les 2 mois, le Nexus est bimestriel, effectivement. On paraît tous les premiers des mois impairs. Bon, militant, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, parce qu'on a vraiment des articles de fond, on tient vraiment à prendre les rationalistes ou les pseudo-rationalistes que nous, on pense plutôt être de l'ordre du scientisme que de la science sur leur propre terrain.
Donc on n'est pas vraiment sur des questions d'opinion, on n'est pas une presse d'opinion, on est plutôt une presse de faits bien factuels qui repose sur des études, sur des choses concrètes. Je préfère dire qu'on expose, on donne de l'info, des faits bien réels, et ensuite libre aux gens de penser ce qu'ils veulent et d'en tirer leurs propres conclusions. Donc dans ce sens, je ne me reconnais pas dans le terme de militant. Voilà. Moi, j'entendais militant dans le sens où il faut se grouper, se donner des forces et s'encourager face à un refus permanent d'ouvrir les yeux, face à ce matérialisme conservateur. Oui, alors de ce point de vue-là, j'accepte, effectivement. Notre motivation essentielle est bien là. Je transmets une question de Alex qui se demande si vous avez envisagé de présenter la revue en ligne, une sorte de paiement à la lecture. Oui, on l'envisage très sérieusement. Bon, là encore, nos petits moyens et notre petite équipe, pour l'instant, nous empêchent tout simplement de passer à l'acte parce qu'il faut le temps. Mais il y aura un Nexus en ligne qui sera pas exactement l'équivalent des 96 pages que l'on trouve en kiosque, mais on compte bien mettre une bonne partie de ce Nexus, pour le moins le dossier, pour une somme plus modique. Mais mettre un Nexus en ligne, ma foi, ça me paraît être complètement d'actualité, oui. À signaler pour la forme que sur ces 96 pages, il y a une bonne quinzaine de pages qui présentent une sorte de catalogue d'ouvrages qu'on peut se procurer par votre librairie. Oui, c'est vrai, oui. Bon, ça fait partie de nos moyens de financement qui sont de vendre des livres que l'on ne trouve pas en devanture de toute bonne librairie habituellement, et d'en faire la promotion et de pouvoir effectivement les distribuer. Ça fait partie de nos revenus pour une part non négligeable. Je rajouterais qu'il y a également quelques pages qui donnent les sommaires des anciens numéros de Nexus, car encore une fois, les sujets et les articles de fond restent d'actualité et on continue de nous commander énormément de ces anciens Nexus, même anciens, de 8 ans, et c'est important pour nous, même s'il y en a une partie que l'on retire en photocopie, même qui sont évidemment sous la forme d'un magazine, mais où là on fait très très peu de profit, puisque les photocopies coûtant ce qu'elles coûtent, c'est essentiellement pour satisfaire la demande importante du lectorat. Alors les présentations étant ainsi faites, on s'offre une toute petite pause musicale et on va aborder divers sujets avec David Dennery, rédacteur en chef de la revue Nexus. Ici et maintenant, 95.2, en compagnie de David Dennery, rédacteur en chef de la revue Nexus. On va évoquer différents thèmes, on va parler d'OVNI dans un moment. La revue Nexus consacre une part importante aux OVNI dans chaque numéro. On va parler de la localisation ou non-localisation plutôt de la conscience. On va parler des énergies libres, un autre thème très important et récurrent de la revue Nexus. Mais commençons par ce qui ouvre le magazine actuellement disponible. C'est titré « La terreur fabriquée ». Il est question de revenir sur le 11 septembre. Alors, David, je me suis demandé si ce n'est pas le français Thierry Messant qui, dans l'année qui a suivi, avait finalement tout lancé. Ah oui, je pense que Thierry Messant, là, on ne peut pas lui enlever cela. Il a effectivement été un des premiers à soulever les nombreuses incohérences de la version officielle qui nous avaient tous un petit peu hypnotisés au fil des heures et des journées, voire des semaines et des mois qui ont suivi, où on en repassait en boucle ces images terrifiantes. Moi, je ne peux que lui tirer mon chapeau, et d'ailleurs, il a pris une sacrée volée de bois vert à l'époque. C'est évidemment, Thierry Messant a eu un rôle très important, et d'ailleurs, pas qu'en France, hein, il a été mondialement reconnu dans son enquête, qui portait essentiellement sur le Pentagone et l'attentat qui a concerné le Pentagone. Alors, qu'est-ce qu'on relève 6 ans plus tard sur ce qu'on appelle une imposture dans la revue Nexus? Vous soulignez point à point tout ce qui ne va pas dans le rapport. Oui, alors bon, ce dossier synthétique, je n'en suis pas l'auteur, donc je ne maîtrise pas tous ces points, et d'ailleurs il n'est pas exhaustif. Encore une fois, en une quinzaine de pages, on ne peut vraiment pas faire le tour de la question, tellement les incohérences sont nombreuses en la matière.
Je dois dire que je suis un petit peu même perplexe, je ne saurais même pas par quoi commencer si on devait le faire. On peut rappeler effectivement, puisqu'on parle de tir émessant en ce qui concerne le Pentagone, que les avions de ligne ne sont absolument pas conçus pour traverser 5 enceintes de béton armé et laisser un trou béant de 4 mètres de diamètre. Déjà, n'importe quel technicien ou ingénieur peut comprendre ça. Un avion, c'est fait pour emporter des passagers et pour être le plus léger possible pour pouvoir décoller. Et la structure même d'une carlingue ne peut absolument pas occasionner de tels dégâts. Bon, ça plus l'absence de tout débris reconnaissable d'un Boeing 767. En l'occurrence, par exemple, les réacteurs ont une image, en tout cas, rappelle absolument pas et n'est absolument pas du diamètre de ceux qui équipent ces avions-là, mais plutôt du diamètre de ceux qui équipent les missiles comme la version Tomahawk, par exemple. Bon, on peut ensuite s'étonner que lors de tout attentat ou de toute catastrophe aérienne, vous savez que les avions de ligne sont sujets à une maintenance extrêmement rigoureuse, à un cahier des charges très très précis. Toutes les pièces sont parfaitement immatriculées, numérotées, gravées, tout simplement pour les questions de sécurité, pour bien vérifier qu'elles ont été changées au bon moment dans la vie d'un avion. Ici, que ce soit à New York ou à Washington, aucun de ces éléments n'a pu être inventorié et en tout cas n'a pas été donné par le FBI et aux enquêteurs civils. D'où d'ailleurs les nombreux procès et les centaines de familles de victimes qui se sont portées civiles contre le gouvernement. Bon, déjà là il y a une énorme absence, omission en tout cas en la matière. Bon, ensuite, quand on voit que la commission d'enquête sur le 11 septembre a fonctionné avec quelques millions de dollars, je crois, 3,5, alors que les frasques du président Clinton, la commission d'enquête qui était chargée de déterminer exactement la nature des ébats du président Clinton avec sa secrétaire, a bénéficié de que je crois quelque chose comme une vingtaine de millions de dollars, on peut quand même s'étonner d'une telle disparité. Etc., Didier. Je reprendrai pas le dossier dans son complet, mais les tours qui s'effondrent, qui sont les seuls, c'est pas la première fois qu'un gratte-ciel prend feu, c'est arrivé une dizaine de fois dans l'histoire de l'architecture. Certains ont brûlé pendant 48 heures, aucun d'entre eux ne s'est écroulé ou n'a montré de défaillance. Ici, on a à l'évidence des feux avec une fumée noire qui manque d'oxygène, qui ne sont pas extrêmement virulents, et des tours qui s'effondrent en l'espace de moins d'une heure. Donc là aussi, tous les ingénieurs qui se prononcent sur la question ne peuvent que s'en étonner. Sans parler des pilotes, qui eux ne peuvent pas concevoir que des apprentis pilotes, puisque c'était le cas des soi-disant terroristes, aient pu réussir ce qui pour eux est un coup de maître, de précipiter des avions de ligne à lancer à des vitesses de 800 km/h environ, avec une grande précision, tout en prenant un virage en plein cœur des tours. On peut d'emblée estimer que la meilleure des chances de parvenir par 2 fois à un tel exploit serait de placer des balises électroniques dans les tours afin que les avions s'y guident automatiquement. Les questions sont extrêmement nombreuses. Et d'ailleurs, c'est maintenant la majorité des Américains qui doutent de la version officielle, même si les médias en France, en tout cas l'omerta en France est totale à ce sujet, puisque même le monde diplomatique a mis son veto sur la possibilité de traduire les articles qui ont fait la couverture l'été dernier de sa version norvégienne, et qui reconnaissait les enquêteurs norvégiens du monde diplomatique, qui est quand même assez lointain comme organe de presse, assez lointain de ce qui est le plus populaire. On connaît le monde diplomatique, ce sont des enquêteurs quand même assez professionnels. Néanmoins, ils n'ont pas eu envie de traduire ce que leurs collègues norvégiens ont fait paraître et qui ont conclu à ce que dans le meilleur des cas, la version ne pouvait pas valider la version officielle, et en tout cas dans le pire des cas, emboîter le pas des thèses dites conspirationnistes. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'au minimum, les
autorités américaines étaient prévenues et ont laissé faire? Est-ce que c'est un consensus qui peut accorder le plus grand nombre? Oui, oui, je pense que c'est le minimum qu'on puisse dire, c'est effectivement que le gouvernement américain était au courant de ces attaques, contrairement aux déclarations qui ont été faites par ses porte-paroles, dont Condoleezza Rice, par exemple, qui l'a déclaré. On sait maintenant, de sources sûres, que le FBI avait reçu de nombreux avertissements et que ça faisait même partie du travail d'un de ses enquêteurs qui a travaillé là-dessus de nombreux mois. Donc ça, c'est vraiment le minimum. Y compris la France. Les services français avaient informé les Américains, dit-on. Oui, tout à fait. La France les avait prévenus de ce danger, de ce risque. L'Allemagne également l'avait fait. Mais je crois que le FBI, d'ailleurs, ne parle pas comme un seul homme en la matière, puisque la fiche officielle qui concerne la recherche, vous savez, hein, aux États-Unis, on est toujours le pays du western, on fait des wanted, des affiches de recherche pour les grands criminels. C'est le cas des terroristes, et en tout cas celle qui concerne Oussama Ben Laden ne mentionne absolument pas les attentats du 11 septembre. Donc même les très officiels services du FBI ne font pas porter le chapeau à Oussama Ben Laden. Il y a aussi cette déclaration de Ben Laden qui ne serait pas émanant du vrai Ben Laden. Oui, tout à fait, oui. Dans les quelques jours qui ont suivi cette vidéo, dans cette vidéo, Oussama Ben Laden se défend catégoriquement être à l'origine des attentats. Contrairement à la vidéo qui est parue quelques semaines plus tard, que la CIA a sorti de ses cartons, mais sans du tout en préciser la source, de très très mauvaise qualité, où on voit un Oussama Ben Laden assez douteux, dont on peut en tout cas douter de l'identité. Alors, est-ce que tu as été convaincu par l'article que tu avais confié à l'un de tes rédacteurs lorsqu'il t'a rapporté l'idée selon laquelle les tours auraient été bourrés d'explosifs? Est-ce que tu as acheté le morceau en bloc ou est-ce que tu as toi-même un léger doute? Bon, on peut toujours, à la rigueur, douter de ce genre de choses. Moi, je suis pas un technicien, un ingénieur. Néanmoins, j'ai quand même essayé de vérifier un tant soit peu. Il existe des enquêtes, des témoignages par dizaines, voire par centaines, qui font état de bruits d'explosions qui ont précédé de quelques secondes l'effondrement des tours. Ces explosions ont été entendues de l'autre côté de la rivière je crois que c'est l'Hudson qui me passe à Manhattan. Et les enregistrements sismiques en font état également. Voilà, oui, je vois pas comment je pourrais ne pas être convaincu de ça. Alors il y a un important mouvement, donc des années plus tard, à travers l'ensemble des États-Unis, qui s'appelle Scholars for Truth, quelque chose comme ça, oui. Qui n'a pas fini de faire parler de lui, qui rassemble une quantité d'enseignants en particulier, lesquels affrontent dans leurs universités les foudres des proviseurs, des recteurs, parce que des parents d'élèves se plaignent qu'on ose même contester la version officielle dans l'enseignement. Alors qu'en fait, ils ne s'efforcent que d'envisager avec leurs étudiants que, par exemple, en certains cas, celui-ci, les autorités n'aient pas dit la vérité. Ben oui, c'est le formidable coup de force que représentent les attentats. C'est là où on a pris le virage du XXIe siècle, véritablement. Il y a eu avant le 11 septembre et il y a après. On n'est plus dans le même monde. Hein. Maintenant, on ne peut plus critiquer les versions officielles, qu'il s'agisse de caricatures de Mahomet, qu'il s'agisse de caricatures de la police, qu'il s'agisse tout simplement de ce genre de choses en France, hein, puisqu'il y a eu des procès à ce sujet, chose qu'on n'aurait même pas imaginé possible avant le 11 septembre. Ces procès ont lieu aujourd'hui. Charlie Hebdo a été relaxé. Néanmoins, d'autres dessinateurs ont été condamnés précédemment. C'est le formidable enjeu qui a été le but qui était poursuivi était celui-là. Le terrorisme d'État, c'est pas nouveau. Je me demande même d'ailleurs s'il n'y a jamais eu autre chose que du terrorisme d'État. D'ailleurs, il y aura un article dans le Nexus du mois de mai prochain à ce sujet et au sujet du terrorisme d'extrême gauche qui a sévi en Europe dans les années 70 avec les Brigades Rouges et Action Directe, qui est à coup sûr, d'après les documents déclassifiés aujourd'hui, était tout simplement le fait d'une opération des services secrets américains qui opérait sous le nom de l'opération Gladio. Voilà. La guerre de Bologne. Hitler a utilisé la même ficelle avec l'incendie du Reichstag. Quant aux Américains, avec l'opération Northworth,
Documents déclassifiés, parfaitement officiels également. C'est pour l'invasion de la baie des Cochons. On sait maintenant à coup sûr que les Américains ont imaginé des projets d'attentats mettant en jeu la vie des civils, le maquillage de faux avions de ligne par la CIA sur le territoire nord-américain pour justifier une opération contre Cuba, une intervention militaire. Sans parler de Pearl Harbor, dont on sait maintenant aussi au travers des documents déclassifiés que les Américains, l'état-major américain et les pouvoirs publics américains avaient la connaissance de l'imminence de cette attaque, mais qui ont préféré se taire et garder sous silence cette attaque imminente, car ils savaient parfaitement que ça allait être leur meilleur allié pour s'allier leur opinion publique dans le lancement d'une guerre contre le Japon. Et le golfe du Tonkin également, le pseudo-accrochage dans le golfe du Tonkin qui a servi de prétexte au démarrage de la guerre du Vietnam. Oui. C'est une longue succession de coups tordus. Absolument, oui. D'ailleurs, on peut se poser la question actuellement avec ce qui se passe avec les 15 soldats britanniques, que je trouve une affaire très inquiétante, qui ont été capturés en Iran, si l'on peut dire. Arrêtés en Iran. Dans quelle mesure ça aussi est une manipulation qui va pouvoir dégénérer dans un affrontement direct et le déclenchement d'une guerre à l'Iran, chose qui était parfaitement pressentie depuis par les gens qui ont un petit peu des yeux pour voir et des oreilles pour entendre depuis quelques mois. David, c'est l'occasion de faire une pause instructive avec ce texte lu par Alex sur l'opération Northwood. Allons-y. Quand l'état-major américain planifiait des attentats terroristes contre sa population. L'ennemi de la démocratie américaine est-il intérieur ? En 1962, pour légitimer une guerre contre Cuba, l'état-major interarmé des États-Unis avait envisagé des attentats terroristes contre sa propre population. Le document déclassifié que nous présentons ici révèle le plan de l'opération Northwoods. Une série d'attentats tuant des civils et des militaires américains pour mobiliser l'opinion publique contre Fidel Castro. L'état-major avait notamment planifié un attentat contre un bâtiment de guerre et un détournement d'avion. Le projet des généraux fut empêché par le président Kennedy 1 an avant son assassinat. Parmi les conjurés se trouvaient d'actuels responsables de l'armée des États-Unis. L'opération Mongoose. En 1958, à Cuba, des insurgés conduits par les colonels Fidel et Raúl Castro, Che Guevara et Camilo Cienfuegos, renversent le régime fantoche de Fulgencio Batista. Le nouveau gouvernement, qui n'est pas encore communiste, met fin à l'exploitation en coupe réglée de l'île à laquelle se livre un groupe de multinationales états-uniennes. Standard Oil, General Motors, ITT, General Electric, Sheraton, Hilton, United Fruit, East Indian Company et la famille Bacardi depuis 6 ans. En retour, ces entreprises convainquent le président Eisenhower de renverser les castristes. Le 17 mars 1960, le président Eisenhower approuve un programme d'action clandestine contre le régime castriste. Son but est de remplacer le régime de Castro par un autre, plus fidèle aux véritables intérêts du peuple cubain et plus acceptable pour les États-Unis, par des moyens évitant toute visibilité de l'intervention US. Le 17 avril 1961, une brigade d'exilés cubains et de mercenaires, plus ou moins discrètement encadrée par la CIA, tente un débarquement à la baie des Cochons. L'opération tourne au fiasco. Le président John Fitzgerald Kennedy, qui venait d'arriver à la Maison-Blanche, refuse d'envoyer l'US Air Force appuyer les mercenaires. 1500 hommes sont faits prisonniers par les autorités cubaines. Kennedy désavoue l'opération et révoque le directeur de la CIA, Allen Dulles, le directeur adjoint, Charles Cabell, et le directeur du Stay Behind, Richard Bissell. Il confie une enquête interne à son conseiller militaire, le général Maxwell Taylor, mais elle n'est suivie d'aucune mesure concrète. Kennedy s'interroge sur l'attitude de l'état-major interarmé qui avait validé l'opération alors qu'il la savait vouée à l'échec. Tout semble s'être passé comme si les généraux avaient tenté d'impliquer les États-Unis dans une guerre ouverte contre Cuba. Si le président Kennedy a sanctionné les méthodes et les échecs de la CIA, il n'a pas remis en question la politique d'hostilité de Washington à l'égard du pouvoir en place à La Havane. Il met en place un groupe spécial élargi chargé de concevoir et de conduire la lutte anticastriste.
Ce groupe est composé de son frère, Robert Kennedy, attorney général, de son conseiller militaire, le général Maxwell Taylor, du conseiller national pour la sécurité, George Bundy, du secrétaire d'État, Dean Rusk, assisté d'un conseiller, Alexis Johnson, du secrétaire à la défense, Robert McNamara, assisté d'un conseiller, Roswell Gilpatrick, du nouveau directeur de la CIA, John McCone, et du chef d'état-major interarmé, le général Lyman L. Leminzer. Ce groupe spécial élargi imagine un ensemble d'actions secrètes rassemblées sous le titre générique d'opération Mangouste. Pour les réaliser, la coordination opérationnelle entre le département d'État, le département de la Défense et la CIA est confiée au général Edward Lansdale, assistant du secrétaire à la Défense en charge des opérations spéciales et à ce titre directeur de la NSA. Tandis qu'au sein de la CIA, une unité ad hoc est constituée, le groupe WW, dirigé par William Harvey. En avril 1961, l'armée des États-Unis est traversée par une crise grave. Le major général Edwin Walker, qui avait suscité les affrontements racistes de Little Rock avant de prendre le commandement de l'infanterie stationnée en Allemagne, est révoqué par le président Kennedy. Il est accusé de développer un prosélytisme d'extrême droite dans les armées. Lui-même appartiendrait à la John Birch Society et aux authentiques chevaliers du triple K, le Ku Klux Klan. La commission des affaires étrangères du Sénat diligente une enquête sur l'extrême droite militaire. Les auditions sont conduites par le sénateur Albert Gore, Tennessee, père du futur vice-président américain. Les sénateurs suspectent le chef d'état-major interarmé, le général Lyman Leminzer, de participer au complot Walker. Gore sait que Leminzer est un spécialiste de l'action secrète. En 1943, il avait personnellement dirigé les négociations visant à retourner l'Italie contre le Reich, puis en 1944, il conduisit avec Allen Dulles les négociations secrètes avec les nazis à Ascona, en Suisse, préparant la capitulation, la fameuse opération Sunrise. Il participa à la création du réseau Stay Behind de l'Alliance, retournant des agents nazis pour lutter contre l'URSS et à l'exfiltration de criminels contre l'humanité vers l'Amérique latine. Mais Gore ne parvint pas à mettre en évidence sa responsabilité dans les événements contemporains. Une correspondance secrète du général Leminzer, récemment publiée, montre qu'il complotait avec le commandant des autres forces américaines en Europe, le général Loris Norstad, et d'autres officiers de très haut rang pour saboter la politique de John Fitzgerald Kennedy. Les militaires extrémistes dénoncent le refus de Kennedy d'intervenir militairement à Cuba. Ils considèrent les civils de la CIA comme responsables de la mauvaise planification du débarquement de la baie des Cochons et le président Kennedy comme un lâche pour avoir refusé l'appui de l'US Air Force. Pour débloquer la situation, ils imaginent de fournir un prétexte politique à Kennedy pour intervenir militairement. Ce plan, dit Opération Northwoods, Bois du Nord, donne lieu à des études poussées qui sont formalisées par le brigadier général William Craig. Il est présenté au groupe spécial élargi par le général Leminzer lui-même le 13 mars 1962. La réunion se tient au Patagone, dans le bureau du secrétaire de la Défense, de 14h30 à 17h30. Elle se termine très mal. Robert McNamara rejette le plan en bloc, tandis que le général Leminzer se fait menaçant. S'ensuivent 6 mois de permanente hostilité entre l'administration Kennedy et l'état-major interarmé, puis l'éloignement de Leminzer et sa nomination comme chef des forces US en Europe. Avant de partir, le général donne l'ordre de détruire toutes les traces du projet Northwoods, mais Robert McNamara conserve la copie du mémo qui lui avait été remis. L'opération Northwoods vise à convaincre la communauté internationale que Fidel Castro était irresponsable au point de représenter un danger pour la paix de l'Occident. Pour ce faire, il est prévu d'orchestrer puis d'imputer à Cuba de graves dommages subis par les États-Unis. Voici quelques-unes des provocations projetées. Attaquer la base américaine de Guantanamo. L'opération aurait été conduite par des mercenaires cubains sous uniforme des forces de Fidel Castro. Elle aurait inclus divers sabotages et l'explosion du dépôt de munitions, laquelle aurait nécessairement provoqué des dégâts matériels et humains considérables. Faire sauter un navire américain dans les eaux territoriales cubaines, de manière à raviver la mémoire de la destruction du Maine en 1898, qui avait conduit à 266 morts,
et qui provoqua l'intervention américaine contre l'Espagne. Le bâtiment aurait été en réalité vide et télécommandé. L'explosion aurait été visible de la Havane ou de Santiago pour que l'on dispose de témoins. Des opérations de secours auraient été conduites pour crédibiliser des pertes. La liste des victimes aurait été publiée dans la presse et de fausses obsèques auraient été organisées pour susciter l'indignation. L'opération aurait été déclenchée lorsque des navires et avions cubains se seraient trouvés dans la zone pour pouvoir leur imputer une attaque. Troisième idée, terroriser les exilés cubains en organisant quelques plastiquages contre eux à Miami, en Floride et même à Washington. De faux agents cubains auraient été arrêtés pour disposer d'aveux. De faux documents compromettants, établis à l'avance, auraient été saisis et distribués à la presse. Mobiliser les États voisins de Cuba en leur faisant croire à une menace d'invasion. Un faux avion cubain aurait bombardé de nuit la République dominicaine ou un autre État de la région. Les bombes utilisées auraient été évidemment de fabrication soviétique. Mobiliser l'opinion publique internationale en détruisant un vol spatial habité. Pour frapper les esprits, la victime aurait été John Glenn, premier Américain à avoir parcouru une orbite complète de la Terre avec le vol Mercury. Une provocation avait été plus particulièrement étudiée. Il est possible de créer un incident qui démontrera de manière convaincante qu'un avion cubain a attaqué et descendu un vol charter civil en route des États-Unis vers la Jamaïque, le Guatemala, Panama ou le Venezuela. Un groupe de passagers complices, qui pourraient être des étudiants par exemple, aurait pris un vol charter d'une compagnie détenue en sous-marin par la CIA. Au large de la Floride, leur avion aurait croisé une réplique, en fait, un avion apparemment identique, mais vide, et transformé en drone. Les passagers complices seraient retournés sur une base de la CIA, tandis que le drone aurait continué en apparence leur trajet. L'appareil aurait émis des messages de détresse, indiquant qu'il était attaqué par la chasse cubaine, et aurait explosé en vol. La réalisation de ces opérations implique nécessairement la mort de nombreux citoyens américains, civils et militaires, mais c'est précisément leur coût humain qui en fait d'efficaces actions de manipulation. Pour John Fitzgerald Kennedy, Leminzer est un anticommuniste hystérique soutenu par des multinationales sans scrupules. Le nouveau président comprend le sens de la mise en garde de son prédécesseur, le président Eisenhower, un an plus tôt, lors de son discours de fin de mandat, je le cite, « Dans les conseils du gouvernement, nous devons prendre garde à l'acquisition d'une influence illégitime, qu'elle soit recherchée ou non par le complexe militaro-industriel. Le risque d'un développement désastreux d'un pouvoir usurpé existe et persistera. Nous ne devons jamais laisser le poids de cette conjonction menacer nos libertés ou les processus démocratiques. Nous ne devons rien considérer comme acquis. Seule une vigilance et une conscience citoyenne peuvent garantir l'équilibre entre l'influence de la gigantesque machinerie industrielle et militaire de défense et nos méthodes et nos buts pacifiques, de sorte que la sécurité et la liberté puissent croître de pair. » Fin de citation. En définitive, John Fitzgerald Kennedy résiste aux généraux Walker, Leminzer et à leurs amis et refuse d'engager plus avant l'Amérique dans une guerre à outrance contre le communisme à Cuba, au Laos, au Vietnam ou ailleurs. Il est assassiné le 22 novembre 1963. Le général Leminzer prend sa retraite en 1969, mais en 1975, alors que le Sénat commence des investigations sur le rôle exact de la CIA sous l'administration Nixon, Gerald Ford, qui assure l'intérim de la présidence depuis le scandale du Watergate, lui demande de participer à cette enquête. Après qu'il eut aidé à enterrer la polémique, Ford le sollicite à nouveau pour animer un groupe de pression. Le Committee on the Present Danger, CPD, Comité sur le danger actuel. Cette association est une création de la CIA, alors dirigée par George Bush père. Elle mène campagne contre le danger soviétique. Parmi ses administrateurs, on trouve divers responsables de la CIA et Paul Wolfowitz, actuel secrétaire adjoint à la Défense, en charge des opérations en Afghanistan. Parallèlement, Gerald Ford promeut le brigadier général William Craig, qui avait dirigé les études préliminaires de l'opération Northwoods, directeur de la National Security Agency, la NSA. Le général Levi Leminzer meurt le 12 novembre 1988. En 1992, l'opinion publique américaine s'interroge sur l'assassinat du président Kennedy après la diffusion du film d'Oliver Stone montrant les incohérences de la version officielle. Le président Clinton ordonne la déclassification de très nombreuses archives de la période Kennedy. Dans les papiers du secrétaire à la Défense Robert McNamara,
on retrouve l'unique copie conservée du projet Northwood. Voilà, un retour de l'opération Northwood lu par Alex, et nous pouvons continuer avec David Danéry, rédacteur en chef de la revue Nexus, l'édition française, qui est dans vos kiosques et par abonnement depuis 1999. Terminons avec le 11 septembre, si tu veux bien David, lorsque tu titres La terreur fabriquée, il faut bien que tout cela ait un agenda, comme disent les Anglais, autrement dit un objectif planifié. Quelle est la raison derrière tout cela? L'invasion de l'Irak par exemple et la capture des ressources pétrolières? Oui, d'une part, effectivement, le déclenchement de plus en plus fort de conflits et d'insécurité dans le monde. Tous les géopolitiques le disent bien, on est beaucoup moins en sécurité depuis que la guerre contre la terreur a été lancée par le gouvernement américain qu'auparavant. Autrement dit, on a atteint absolument l'objectif inverse que celui qui était affiché. Mais non seulement en termes de conflits armés, il s'agit aussi de justifier la possibilité de mettre en œuvre des législations sécuritaires extrêmement fortes dans nos pays occidentaux, essentiellement en premier lieu aux USA, où je ne sais pas si les gens sont bien au courant de ce que représente le Patriot Act, qui oblige tout citoyen américain à dénoncer son voisin s'il a connaissance chez ce voisin, ne serait-ce que de penser à l'encontre du gouvernement. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que cela signifie, mais à ce moment-là, n'importe qui peut être emprisonné, envoyé à Guantanamo ou dans une des prisons clandestines américaines, sans autre forme de procès, ni recours à aucun des droits habituels de la défense. Donc voilà, on y est. Donc ça, c'est un bon moyen, effectivement, de mettre en coupe réglée, sous des régimes extrêmement autoritaires, la population de notre planète. Alors la poursuite de cet agenda, en fait, montre avec persistance au fil des années qu'il peut se trouver que les gouvernants ne soient pas ceux qu'on identifie, mais qu'il y ait derrière, et vous aviez titré sur le groupe Bilderberg l'an dernier, qu'il y ait derrière des groupements occultes et multinationaux, lesquels ont des visées bien précises pour la gouvernance. Je crois que c'est plus un secret pour qui que ce soit aujourd'hui de comprendre que tout simplement le véritable pouvoir n'est plus politique, mais bel et bien économique. Les grandes multinationales ont des budgets, disposent de moyens que n'ont plus les gouvernements, d'une part. Lorsqu'on est un petit peu observateur, on sait très bien que pour faire campagne, surtout dans un pays comme les États-Unis, quand on voit la débauche de moyens médiatiques que ça demande et les dépenses que demande une campagne électorale, on peut bien se rendre compte, tout simplement par simple déduction, comprendre que le politique a besoin du soutien de l'économique pour pouvoir être élu. Donc dans cette mesure, malheureusement, la classe politique n'a plus grande marge de manœuvre et ne s'avère qu'être les marionnettes de ces grands pouvoirs financiers dont on ne connaît pas d'ailleurs très bien qui se cache derrière, puisque par nature, ces entités économiques à responsabilité limitée sont des vastes nébuleuses. Et puis là aussi, on peut penser à l'affaire Clearstream, et Denis Robert a bien révélé, avec ces agences de compensation qui sont celles qui règlent les échanges monétaires, tous les échanges monétaires qui sont maintenant devenus complètement des jeux virtuels d'écriture, et a révélé que ces agences de compensation, il n'y en a que deux, il y en a une qui est basée à Londres, Clearstream, la seconde étant basée au Luxembourg, ont des comptabilités doubles, dont une qui est occulte, et chaque gouvernement, chaque grande entité économique, chaque institution financière dispose d'un compte occulte dans cette comptabilité noire. À partir de là, l'argent de la drogue participe, l'argent de la mafia passe par là également, et effectivement, on voit pas très bien comment les gouvernements étranglés par des déficits monstrueux peuvent avoir un quelconque pouvoir. Est-ce que tu as entendu parler de l'un des objectifs du gouvernement mondial, disons occulte, serait de réduire drastiquement la population mondiale ? Oui, est-ce que c'est un des objectifs de ces gouvernements occultes? Je ne saurais dire. Ce qui est certain, c'est que Henry Kissinger a lui-même déclaré très officiellement, à l'issue d'une réunion du
du Council of Foreign Affairs. Qu'effectivement, c'était la préoccupation majeure à laquelle devraient faire face les gouvernants des décennies à venir, qui était effectivement l'accroissement démographique. Bon. Donc réduire la population mondiale par différents moyens, y compris des épidémies par exemple. Oui, comme celle du sida, épidémies, conflits. On sait très bien, par exemple, que l'Afrique n'est pas affamée par des conditions difficiles en termes de culture vivrière. L'Afrique est le continent le plus riche qui soit de ce point de vue. On peut y faire 3 récoltes par an. Je ne parle pas des zones désertiques comme le Sahel, évidemment, mais dans le reste du continent, il y aurait de quoi nourrir 3 fois la population africaine. Ce qui tue les Africains aujourd'hui, ce sont les conflits armés, les déplacements de population, les guerres programmées, essentiellement. La corruption, les guerres programmées, et puis toutes les maladies qui effectivement sont les maladies de la misère, que ce soit le choléra, la diphtérie ou le paludisme, qui sont les maladies de ceux qui ne peuvent pas se protéger, et qui sont les maladies malheureusement aujourd'hui que l'on tente de faire passer sous le vocable pratique du sida. Car les facteurs retenus par l'OMS pour définir ce qu'est un sida, par exemple, si la personne a perdu 20% de son poids dans les 2 mois qui ont précédé sa mort, c'est classé comme un sida. Donc ce ne sont pas des tests très très rigoureux qui sont faits de ce point de vue, et ça donne la conscience et la part belle aux grandes multinationales qui possèdent les territoires qui seraient à même au mieux de subvenir aux besoins alimentaires des populations, peuvent se retrancher derrière une maladie très très pratique contre laquelle on n'a pas trouvé a priori de remède. Mais sous le vocable de sida, il faut reconnaître que malheureusement se cachent toutes les maladies habituelles de la misère, que sont la diphtérie, le choléra, le paludisme et autres. Bien, il est temps de faire une autre pause musicale. On retrouve David Daneri dans un instant. Radio ici maintenant, 95.2, La Vague d'OVNI, en compagnie de David Daneri. Il est rédacteur en chef du magazine Nexus. On va aborder la question des ovnis, qui est un thème récurrent chez vous. Vous avez consacré 2 numéros consécutifs à ce qu'on appelle les bonnes feuilles du récent livre du docteur Stephen Greer, lequel a été notre invité il y a ça quelque temps. Et il est assez polémique parce qu'il ne se gêne pas, lui, pour parler, par exemple, d'opérations visant à effrayer les populations en manipulant de faux outils. Oui, effectivement, on a choisi de nous faire l'écho de Stephen Greer et du Disclosure Project. Alors polémique, effectivement, dans ce domaine, c'est facilement le cas. Difficile de vérifier l'information en la matière. Ni vous, ni moi n'avons rencontré encore d'extraterrestres, ni n'avons pu les inviter à une table de notre rédaction. D'abord, il y a 2 thèmes qui reviennent souvent dans Nexus et qui, pour moi, sont essentiels, car ce sont 2 mensonges, ou en tout cas de fausses informations, de sujets essentiels sur lesquels on peut baser la domination sur les populations. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, parce que Nexus y avait consacré également sa une dans un numéro assez récent. C'est, d'une part, le thème de la survie de la conscience à la mort du corps physique, car sur la peur de la mort se basent toutes les autres peurs, et le seul moyen de manipuler quelqu'un, c'est par la peur. Donc à partir de là, ça c'est un thème quand même qui, à mon avis, est très très important, et on en reparlera, je crois, tout à l'heure, Didier. Tout à fait. Et également la question de la possibilité pour qu'il existe d'autres intelligences dans notre univers. Et de ce point de vue-là aussi, tant que l'humanité se croira isolée, et qu'elle le restera, de ces éventuelles intelligences extraterrestres, voilà, il y a peu d'espoir à avoir, parce qu'on voit bien à quel point effectivement la planète va mal, et s'il n'y a pas de secours possible ou de solutions possibles apportées de l'extérieur, après moi le déluge. Donc à partir de là, on coupe court à toute velléité de trouver des vraies solutions à des problèmes qui ne sont pas toujours vrais d'ailleurs, eux-mêmes. Alors en ce qui concerne Stephen Greer, il a quand même pour lui d'avoir des dizaines, voire même des centaines de témoignages
qu'il a sortis du boisseau, de gens qui témoignent donc à visage découvert, qui sont des membres ou d'anciens membres de la CIA, des agences américaines ou d'anciens membres des forces armées américaines. Ce sont quand même des gens qui n'ont a priori aucun intérêt à faire valoir leur identité dans un thème aussi habituellement autant ridiculisé par les médias. Donc le fait que ces gens-là témoignent à visage découvert, qu'ils disent ce qu'ils disent au sujet de la récupération de technologies au cours d'affaires comme celle de Roswell, et apparemment à d'autres occasions que celle de Roswell, est une validation en elle-même. Et Stephen Greer a mis en ligne les vidéos de ces témoignages. Il est difficile de croire que ces gens-là, ce ne sont pas des comédiens professionnels. On peut quand même déceler sur leur visage, dans le ton de leurs paroles, ou en tout cas pour ceux d'entre nous qui comprennent l'anglais. Moi, j'ai jamais pu déceler la moindre faille dans leur discours qu'ils répètent. Il y a quelque chose quand même d'extrêmement troublant. On peut demander à quelques comédiens de jouer la comédie et de nous faire croire à des faux semblants comme ça, mais à des dizaines de personnes dont ce n'est pas le métier, qui ont le regard droit et qui sont très embarrassés de devoir. On sent bien que leur seul intérêt est d'informer leurs semblables d'une situation. Il y a un moment donné où on peut plus fermer les yeux, quoi. Il faut quand même apporter un minimum de crédit à ces choses-là. Pour ceux qui n'auraient pas tout à fait suivi la trajectoire du docteur Greer, c'est un médecin de campagne originaire de Virginie, qui a présenté devant le Press Club à Washington en mai 2001, a présenté des dizaines de témoins. Et la presse devait s'en faire davantage l'écho. C'était un peu le flop, mais on a vu sur ces vidéos plusieurs dizaines de témoins, la main sur le cœur, disant « Je n'attends qu'une chose, c'est d'être entendu par le Congrès ». Chacun terminait sa déclaration de cette manière, en disant « Je n'attends qu'une chose, mais convoquez-moi ». À condition toutefois, évidemment, de me garantir de ne pas être poursuivi. Parce que un tel témoignage, en bien des cas, mériterait la prison pour avoir révélé des choses qui n'étaient pas censées diffuser ou rendre publiques. Donc la balle était dans le camp du Congrès, le Congrès n'a rien fait depuis. Mais c'est ça qui est pendant derrière l'action de Greer, c'est de déclencher des auditions, des audiences publiques au Congrès américain. C'est sa raison d'agir. Oui, vous faites bien, Didier. Mais c'est vrai que la question OVNI au travers du Disclosure Project de Stephen Greer prend vraiment une dimension incroyablement importante pour notre planète. Dans la mesure où, effectivement, c'est une question, on se rend compte que c'est quand même quelque chose de très complexe, que les ovnis, a priori, ne seraient pas, si l'on écoute ces témoins, le seul fait d'entités extraterrestres, même si ces dernières en sont à l'origine, puisque c'est en récupérant sur des épaves de vaisseaux extraterrestres des technologies, que des black programmes, comme on les appelle, des programmes occultes technologiques des agences militaires américaines, qu'ils auraient probablement, apparemment, récupéré la possibilité eux-mêmes de faire des ovnis, des soucoupes volantes et de maîtriser l'antigravitation. Alors c'est extrêmement complexe parce que on peut comprendre aussi que loin de se contenter de reconnaître enfin donc la réalité du phénomène OVNI, ce qui aujourd'hui d'ailleurs est chose faite avec la publication des archives du GEPAN sur Internet. Effectivement, on a entendu beaucoup d'ailleurs ces derniers temps Jacques Patenay sur toutes nos antennes télévisées et radio. L'actuel directeur et qui a succédé à Jean-Jacques Velasco. D'ailleurs, j'étais moi-même étonné de voir que les journalistes ne se sont pas contentés de l'actuel directeur et sont allés chercher le témoignage de Jean-Jacques Velasco, qui pourtant avait été, si j'ai bien compris, un petit peu mis à l'écart de ses responsabilités dans ce département du CNES, à cause de ses positions ouvertes en faveur de l'hypothèse extraterrestre comme étant à l'origine du phénomène OVNI. Oui, on note que Jean-Jacques Velasco a beaucoup brillé ces derniers temps dans les différents médias à l'occasion de la publication des archives du CNES. Et c'est justice, c'est un juste retour. Ah oui, moi je trouve ça absolument très bien. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que effectivement, dans ce que révèle Stephen Greer, en fait, l'hypothèse qu'il émet est que la prochaine étape, après avoir
plonger le monde, l'opinion publique dans la terreur avec les attentats terroristes du 11 septembre serait de hâter une unification militarisée de la planète en mettant en scène une fausse invasion extraterrestre. En vue de militariser l'espace ? Et une militarisation, effectivement, la justification du déploiement dans l'espace, chose qui était restée jusqu'alors comme un domaine sacré, le déploiement dans l'espace d'armes, d'armement, pour défendre la planète contre de soi-disant extraterrestres. Inutile de vous dire qu'une fois que les armes seront en orbite au-dessus de nos têtes, elles ne viseront pas forcément l'espace interstellaire, et qu'elles pourront très facilement tourner de 190 degrés pour atteindre n'importe quel point de la planète avec la précision d'un laser. Ce qui quand même fait un petit peu froid dans le dos. C'est là où, David Dannery, le concept d'exopolitique est assez nouveau pour le public français, et qu'il est abordé dans la revue Nexus. Alors il y a deux tenants principaux de l'exopolitique, c'est Michael Salla et puis le Canadien, le Dr Weber. Oui. Et Paul Hellyer, l'ancien ministre canadien de la Défense, a rejoint le mouvement exopolitique. Donc ce mouvement consiste à montrer aux populations qu'en réalité, nous sommes visités par des gens pacifiques qui attendent notre entrée dans une communauté galactique, sans moyens guerriers. Simplement, c'est assez contradictoire avec les volontés du lobby militaro-industriel américain, lequel cherche n'importe quel prétexte pour militariser l'espace. Exact. Et veut récupérer ce phénomène OVNI pour effectivement arriver à ses fins. C'est peut-être utile de se mettre dans la peau d'un extraterrestre qui voudrait passer quelques vacances sur la planète. Il faut bien se rendre compte que la moindre intrusion d'un espace aérien militarisé comme l'est l'ensemble d'ailleurs des espaces aériens sur Terre aujourd'hui, qu'il est tout de suite accueilli par la chasse. Tout objet qui ne peut pas être identifié comme ami est forcément un ennemi qu'il faut abattre. Donc voilà, si parmi les sceptiques, certains avaient envie de soulever comme argument que si les extraterrestres existaient, ils se seraient signalés depuis longtemps, on peut répondre qu'ils seraient quand même assez mal inspirés de le faire parce qu'ils y risqueraient largement leur peau. Donc ça coupe court à pas mal de possibilités de ce point de vue. Oui, dans l'esprit des tenants de l'exopolitique, il est question d'un traité unilatéral. Bon, alors évidemment, les militaires s'opposent parce qu'ils ne voient pas pourquoi on devrait faire confiance et déclarer la paix à des inconnus. Oui, ça demande effectivement un acte de foi assez fort. Il y a effectivement, derrière la question OVNI, il y a probablement une verticalité à comprendre. Quelque chose qui est de l'ordre de la spiritualité, de la compréhension de ce qu'est la non-violence, et un grand pas à faire en avant pour unifier la planète, non pas en termes militaires, mais en termes spirituels. C'est l'enjeu, c'est la dimension verticale qui est sous-jacente à ce phénomène, et la velléité effectivement de nos gouvernants actuels qui n'ont pas tellement envie de perdre le contrôle des choses et de bien nous empêcher de concevoir cette verticalité par des questions de menaces et encore une fois de terreur fabriquée. Alors là, les deux numéros les plus récents ont été consacrés aux bonnes feuilles du dernier ouvrage du Dr Greer, mais juste avant, il y a 3 numéros de cela. Je dis ça pour montrer aux auditeurs que ce n'est pas occasionnel chez vous, le dossier OVNI, mais c'est un des pôles de préoccupation de l'équipe. Oui. Vous aviez fait appel à un type assez brillant, on l'a vu en télé récemment, le seul qui a sorti son épingle du jeu sur le plateau guignolesque de Stéphane Bern, c'est Stéphane Alix. Et vous avez fait appel à lui dans une interview dans le Nexus, il y a de ça 3 numéros. Oui. Voilà, votre souci de clarté vous fait vous adresser aux personnes qui s'expriment oui, parce que Stéphane Alix est un grand reporter qui a eu le courage effectivement d'aborder ce thème en risquant d'être ridiculisé, parce que depuis de quelques décennies, il semble que ces derniers jours, ça soit un petit peu moins le cas, avec la mise en ligne des archives du département du CNES.
Mais jusqu'alors, effectivement, il a eu ce courage. Stéphane Alix est un grand reporter connu pour ses enquêtes sur le Moyen-Orient, ou l'Afghanistan, le combat du commandant Massoud contre les soviétiques au moment où ils étaient encore en Afghanistan. C'est quelqu'un qui a la tête froide, qui est bien cartésien, qui est bien français dans son professionnalisme et son éthique journalistique, et qui n'était pas du tout pressenti sur ce thème, et qui d'ailleurs lui-même ne s'y était jamais intéressé, qui a été sensibilisé à la question alors qu'il interviewait une des sommités de la diaspora tibétaine, qui est le Karmapa, en exil en Inde. Et lorsque le Karmapa, au détour d'une conversation contre toute attente, l'a sensibilisé à cette question en lui disant mais écoutez, voilà, il y a quelque chose d'intéressant quand même. Il y a d'autres êtres. La question extraterrestre, ça a fait son chemin. Et Stéphane Alix s'est alors penché sur la question, mené son enquête pendant des années avant de se faire une opinion, pour aboutir à un constat qui l'a stupéfait lui-même en premier, c'est que le phénomène OVNI existe d'une part bel et bien, qu'il y a des choses extrêmement solides derrière, et qui s'est plus particulièrement intéressé au thème des abductions. Je le rappelle, les abductions est un terme qui recoupe tout ce qu'on appelle les enlèvements par des extraterrestres, dont témoignent des millions de personnes dans le monde. Témoignages très identiques, qui se ressemblent énormément. Et force lui a été de constater que les gens qui témoignent d'avoir été enlevés par des extraterrestres lors d'une abduction pour des examens médicaux, enfin bon, je ne ferai pas le détail de ce sujet ici, ça serait trop long, mais force lui a été de constater que ces gens-là, en tout cas, étaient absolument sincères. Il s'est servi pour cela des travaux d'un éminent psychologue chargé du département de psychologie à l'université d'Harvard, très célèbre université américaine, qui était le docteur John Mack, malheureusement décédé il y a 2 ans environ. Il y a de cela 1 an ou 2, au cours même d'ailleurs de son investigation. Donc quand quelqu'un comme Stéphane Alix, d'une probité comme la sienne, affirme haut et fort de la réalité de ce genre de phénomène, on ne peut que lui tirer notre chapeau et nous faire l'écho des résultats de son enquête. Là, on vient de brosser 2 des 4 dossiers que nous nous étions fixés ensemble, David Dannery. On va faire une pause musicale et, disons-le tout de suite, il nous reste à traiter la conscience. Alors, la non-localisation, non-localité de la conscience. Et puis, l'autre sujet, les énergies libres. Ok Didier, à tout à l'heure. Radio ici maintenant, 95.2, en compagnie de David Dannery, rédacteur en chef de la revue Nexus. On va maintenant aborder la conscience. Il titrait récemment « La conscience n'est pas le produit du cerveau ». Des cardiologues, des biologistes, des neurologues le démontrent. On va, avant de retrouver donc David Dannery, demander à Alex de nous lire un extrait de la revue Nexus du mois précédent. En 1991, Pam Reynolds subit une intervention chirurgicale à l'Institut neurologique Barrow, à Phoenix dans l'Arizona. Cette intervention, appelée en anglais « Stand Still », visait à faire l'ablation d'un anévrisme géant situé dans le tronc cérébral, siège des fonctions vitales, et menaçant la vie de la jeune femme, alors âgée de 35 ans. Durant cette intervention, qui dura près d'1 heure, pas une goutte de sang ne circula dans son cerveau, car la moindre pression sanguine à l'intérieur de l'anévrisme pouvait être fatale. Comme cet organe ne peut être privé d'oxygène pendant plus de quelques minutes, le cerveau de Pam Reynolds fut plongé en hypothermie à 15,5 degrés Celsius, puis vidé de son sang. Au cours de cette intervention, l'activité électrique de son cerveau fut enregistrée à l'aide d'un EEG, électroencéphalogramme. De plus, on monitora ce qui se passait dans le tronc cérébral par l'entremise de potentiels évoqués auditifs. Il fut ainsi possible de montrer que les ondes cérébrales de Pam Reynolds étaient plates et son tronc cérébral inactif. En d'autres termes, cette dernière était cliniquement morte et son cerveau ne fonctionnait plus. Toutes les activités de base du cerveau ainsi que les fonctions supérieures avaient cessé. Chose remarquable, tandis que son cerveau n'était plus fonctionnel, Pam Reynolds vécut une EMI au cours de laquelle elle perçut la scie à trépaner que tenait le neurochirurgien,
et la boîte contenant ses accessoires, ainsi que le dialogue entre le neurochirurgien et le cardiologue. Le rapport enregistré de l'intervention a permis de vérifier et de situer dans le temps le moment précis de ces éléments. Ce rapport a démontré une acquisition d'informations objectives. Voici un extrait du témoignage qu'elle fit au docteur Sabom. J'ai entendu un bruit mécanique. Ça m'a fait penser à la fraise du dentiste. C'était comme si le bruit me poussait, et finalement, je suis sorti par le haut de ma tête. Dans cet état, j'avais une vision extrêmement claire de la situation. J'ai remarqué que mon médecin avait un instrument dans la main qui ressemblait à une brosse à dents électrique. Il y avait un emplacement en haut, ça ressemblait à l'endroit où on met l'embout. Mais quand je l'ai vu, il n'y avait pas d'embout. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu une boîte. Elle m'a fait penser à la boîte à outils de mon père quand j'étais enfant. À peu près au même moment où j'ai vu l'instrument, j'ai entendu une voix de femme. Je crois que c'était la voix de ma cardiologue. Et la voix disait que mes veines étaient trop étroites pour évacuer le sang et le chirurgien lui a dit d'utiliser les deux côtés. Je ne suis pas resté là plus longtemps, j'ai soudain senti une présence. Et quand je me suis retourné, j'ai vu un minuscule point lumineux. Il semblait très très éloigné. Et quand je m'en suis approché, j'ai entendu ma grand-mère m'appeler. Je suis aussitôt allé vers elle, et elle m'a gardé tout près d'elle. Et plus je me rapprochais de la lumière, plus je commençais à voir des gens que je reconnaissais. J'étais impressionné par le fait que ces gens avaient l'air merveilleux. Ma grand-mère n'avait pas l'apparence d'une vieille femme. Elle était radieuse. Tout le monde avait l'air jeune, sain et fort. Je dirais volontiers qu'ils étaient de la lumière, comme s'ils portaient des vêtements de lumière, ou comme s'ils étaient faits de lumière. Je n'ai pas été autorisé à aller très loin. Ils me gardaient près d'eux. Je voulais en savoir plus sur la musique, sur le bruit d'une chute d'eau, sur les chants d'oiseaux que j'entendais, et savoir pourquoi ils ne me laissaient pas aller plus loin. Ils ont communiqué avec moi. Je n'ai pas d'autres mots pour exprimer cela, car ils ne parlaient pas comme vous et moi. Ils pensaient, et j'entendais. Ils ne voulaient pas que j'entre dans la lumière. Ils disaient que si j'allais trop loin, ils ne pourraient plus me relier à mon moi physique. Puis mon oncle m'a ramené en bas, à travers le tunnel. Pendant tout le voyage, j'ai intensément désiré retourner dans mon corps. Cette idée ne me posait pas de problème. Je désirais revenir vers ma famille. Puis je suis arrivé à mon corps et je l'ai regardé. Et franchement, il avait l'air d'une épave. Il avait l'air de ce qu'il était, mort. Et je n'ai plus voulu y retourner. Mon oncle m'a communiqué que c'était comme sauter dans une piscine. J'étais réticente à le faire. Et puis il s'est passé quelque chose que je ne comprends toujours pas aujourd'hui. Il a accéléré mon retour dans le corps en me donnant une sorte de coup. Comme quand on pousse quelqu'un dans la piscine. Et quand j'ai touché le corps, c'était comme un bassin d'eau glacée. Bien, David, ce témoignage de Pam Reynolds que vous faites figurer au sein du dossier consacré à la conscience illustre bien l'enjeu. Vous avez piloté ensemble ce dossier, donc ayant vu la chose de près et étant particulièrement intéressé au sujet, je crois. David, comment progresse la recherche actuellement pour nous montrer que la conscience n'est pas le produit du cerveau ? Depuis le colloque de Martigues, qui a été un petit peu au départ de la décision de ce dossier rédigé par Pierre-Alain Grevet, qui se penche sur ces questions-là depuis de nombreuses années, les choses suivent leur cours, les études continuent, on n'a pas d'actualité réelle parce que les études ne sont pas encore finies, mais en neurobiologie, en neurochimie du cerveau, cela ouvre des portes fabuleuses. Mais je dirais que c'est surtout en termes de conscience que nous avons de nous-mêmes et de nos sociétés et en termes d'espoir que cela donne pour tous ceux qui subissent un deuil, que cela apporte énormément, comme je le disais tout à l'heure. C'est un thème que nous avons choisi de traiter parce que sur la peur de la mort se basent toutes nos peurs et qu'à partir du moment où on sait que la mort ne constitue plus une fin irrémédiable à notre existence, à l'existence de la conscience de nous-mêmes, à partir de là, on peut beaucoup mieux vivre.
Évidemment, si on pense que la vie se termine, que c'est juste avec un début et qu'on est tous condamnés à disparaître en termes d'identité, hein, et ben on est tenté quand même de se dire, écoutez, hein, après moi le déluge, autant que j'en profite le plus possible en attendant, quitte à ce que ça la coûte aux autres, quitte à être nuisible, de toute façon ça n'aura aucune conséquence, on va disparaître et après il n'y aura rien. Alors que la chose est extrêmement différente à partir du moment où on sait que notre identité va continuer son voyage, voire même qu'elle va peut-être devoir affronter les conséquences de ses actes vis-à-vis d'autrui, et que même d'ailleurs pour la dimension qui est celle de la conscience décorporée, autrui n'est plus tout à fait autrui non plus. Donc à partir de là, toute velléité de nuire à l'autre, que ce soit au cours d'une guerre ou au cours de quelques conflits même personnels, s'en trouve largement évincée. Donc c'est pour ça qu'on a voulu vraiment traiter ce thème. Or, depuis que Raymond Moody avait inventé le terme d'expérience de mort imminente, il y a 30 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, effectivement, dans le cadre d'études médicales, scientifiques, qui démontrent que, effectivement, même quand... Alors, on peut toujours dire qu'il ne s'agit pas de la mort, puisque les gens en reviennent pour témoigner de quelque chose, donc effectivement, ils ne sont pas complètement morts. Toutefois, David, ils sont morts. Cliniquement, il faudrait s'entendre sur les termes. On nous dit que la mort doit être considérée comme le moment où l'électroencéphalogramme est plat. Dans le cas de Pam Reynolds, il est plus que plat. Son cerveau est tombé à 15 degrés de température. Donc, elle est revenue de la mort, mais en se basant sur la définition officielle qu'on nous en donne. Bien sûr, elle était effectivement on ne peut plus morte, puisque pendant 1 heure, sa température était descendue à 15 degrés, que son activité cérébrale, non seulement du cortex supérieur, était complètement plate, mais celle également de l'hypothalamus, qui commande les fonctions automatiques, comme la respiration, que son cœur ne battait plus non plus, évidemment, puisque de toute façon, son corps avait été vidé de son sang. Donc, et oui, Didier, plus mort que ça, je ne vois pas comment on peut l'être. Alors, qu'on nous donne une autre définition de la mort, mais je souhaite bon courage au comité d'éthique. Ils vont avoir des petits soucis, oui, effectivement. Et puis, quant au effectivement, argument qui voudrait que ces gens-là aient des hallucinations provoquées par la neurochimie, encore une fois, il n'y a plus de neurochimie du tout dans son cas. Rien de possible, en tout cas, de ce point de vue-là. Et puis quand ces hallucinations collectives témoignent de choses dont ils ne peuvent pas avoir eu connaissance, puisque leur conscience, si elle avait été produite par le cerveau, ne pouvait exister, puisque le cerveau n'était plus en activité. L'électroencéphalogramme était plat. Quand ils reviennent en témoignant de choses qui sont parfaitement vérifiables, de ce qui s'est passé dans la salle d'opération, ou même des pensées qu'ont pu avoir les gens, leurs proches, dans les salles d'attente, ou plein de petits détails peut-être anodins, mais en tout cas dont ils ne pouvaient absolument pas avoir conscience, c'est la preuve par 9 que la conscience n'est pas le produit de la matière et de la biologie du cerveau, mais que le cerveau est tout simplement un transpondeur, comme un disque dur qui reçoit l'information, mais l'information elle-même est libre de ce transpondeur. Voilà. La conscience n'est pas localisée ni dans l'espace ni dans le temps, elle est hors temps, hors espace. Et à ce propos, il y a une contribution à remarquer dans votre dossier, c'est celle qui m'a beaucoup intéressé de Mario Beauregard, lequel est chercheur en neurosciences du département de psychologie et de radiologie de l'Université de Montréal. Lui est très clair là-dessus, mais il souligne aussi les obstacles et les réticences de ce milieu dit scientifique. Oui, parce qu'on en est encore, effectivement, malgré tout, dans un paradigme scientifique qui est basé sur la matière, chose qui paraît d'ailleurs incroyable dans d'autres domaines, comme celui de la physique quantique, aussi. Puisque pour la physique quantique qui observe l'infiniment petit, et on consacre assez souvent des articles aussi qui abordent les choses sous cet angle, la matière subatomique ne répond pas aux règles du macroatomique, mais pas du tout. Ça ne fonctionne pas comme une mécanique, mais au contraire, justement, ça ressemble bigrement aux lois qui sont les lois de la conscience et les lois de l'esprit, où on retrouve beaucoup de choses contenues dans les philosophies orientales ou des grands mystiques en tout cas. Oui, effectivement. Le dossier est passionnant, il est alimenté aussi
Tu citais Raymond Moody il y a 30 ans, mais entre-temps, il y a eu Melvin Morse et la Divine Connexion. Oui. Bon, la place manquait peut-être pour revenir sur Morse, à moins que vous l'ayez fait, vous l'ayez traité dans un numéro très antérieur. Bref, les recherches de Melvin Morse comptent également lorsqu'il entend que nos ressentis, nos émotions, etc., tout cela se trouve stocké dans un ailleurs distinct de l'emplacement identifié comme notre cerveau. C'était aussi par manque de moyens, mais c'est vrai que ça demandait aussi de fouiller un peu plus loin, parce que Melvin Morse c'est un petit peu en tampon entre ces deux conceptions radicalement différentes de notre nature et de la nature de la réalité, et de ce qu'est la matière, puisque lui, parle beaucoup d'une zone temporale droite du cerveau, et là-dessus, les matérialistes peuvent tout de suite effectivement lui emboîter le pas en disant que oui, effectivement, c'est dans cette zone et que c'est cette zone qui est le siège d'un certain type de conscience mystique et d'expérience mystique. Or, la démonstration que nous cherchions vraiment à faire, c'était que le cerveau n'était pas le siège de la conscience, et que la conscience, c'était autre chose. Voilà. Mais pour Morse, si j'ai bien lu, le lobe temporal droit n'est que la passerelle vers la connexion divine connexion, telle qu'il la... Tout à fait. Et ce genre de discours qui peut très bien passer aux États-Unis ou dans le public anglo-saxon est plus difficilement défendable chez nos intellectuels français, beaucoup plus cartésiens. C'est pour ça qu'on a préféré laisser un petit peu de côté, puis aussi parce qu'il n'y avait pas une actualité énorme à ce moment-là. Melvin Morse avait déjà écrit son livre quelques années auparavant. Tout à fait. Alors par contre, un coup de projecteur important est donné sur la personne de Sylvie Détiolas, cette genevoise qui mène une recherche très pointue mais ardue également, qui se prolonge sur plusieurs mois et dont elle ne peut pas vraiment communiquer les résultats même intermédiaires. Elle semble en très bon chemin, elle aussi. Oui, Sylvie Détolias fait un travail remarquable. Effectivement, on n'a pas encore les résultats de son étude qui prendra probablement encore quelques mois, voire quelques années. Elle a une démarche extrêmement rigoureuse de la biologiste moléculaire de formation qu'elle est. Ce qui est remarquable aussi, c'est qu'elle ne tombe pas dans la tentation de l'angélisme qui est très courant dans le domaine des expériences de mort imminente. On manquait de place, à vrai dire, pour se faire l'écho dans ce dossier de ça, et je profite de l'antenne pour compléter un petit peu le dossier, puisqu'elle tenait vraiment à faire passer le message que toutes les expériences de mort imminente ne sont pas toujours faciles à vivre, ni faciles en termes de conséquences à assumer, car le monde de la personne qui vit cela est complètement bouleversé de A à Z. Tout est renversé, tout bascule, et tous ceux qui ont l'occasion de vivre cela ne s'en sortent pas toujours au mieux. De la même façon que toutes les expériences de mort imminente ne sont pas toujours extrêmement agréables, que la conscience peut visiter des sphères qui ne sont pas toujours baignées de lumière et d'amour, comme pourtant en témoignent la plupart des gens. Il peut arriver que la conscience traverse aussi des enfers intérieurs. Et ça arrive, et ça peut représenter un vrai traumatisme également. Donc attention, il ne s'agit pas non plus d'expériences à rechercher en prenant des drogues ou par quelque moyen excessif que ce soit. Nous avons tenu à nous borner simplement aux expériences qui se situaient dans le cadre très précis d'un arrêt cardiaque, d'un arrêt des fonctions et de l'activité cérébrale, pour vraiment être dans cette ligne que nous nous étions fixés, de démontrer la nature de la conscience, du phénomène de la conscience. Alors un dossier sur le DMT, c'est pour plus tard. Oui, tout à fait, oui. Où l'on risque de retrouver aussi des mondes d'êtres d'apparence alien, si l'on en croit Terence McKenna, mais c'est autre chose. Oui, on peut se dire que les dimensions de l'esprit sont effectivement assez nombreuses, et que, à ce titre d'ailleurs, là aussi, on rejoint effectivement tout ça. Il y a des liens, il y a des entrelacs de causes et d'effets entre tous ces domaines, d'où le titre de Nexus. Et qu'effectivement, même les personnes qui manipulent le pouvoir politique aujourd'hui sur la planète ont certainement eux-mêmes affaire à des manipulateurs dont l'origine n'est pas forcément très humaine.
Le thème de l'intelligence extraterrestre concerne de très près, et là aussi c'est un thème récurrent que nous aimons traiter, qui est celui de l'origine de l'humanité, et d'explorer une troisième voie en dehors de l'évolutionnisme qui ne répond pas du tout, ou plus du tout, en tout cas si on est un petit peu rigoureux intellectuellement à ce que l'on observe sur le terrain. Quant à ce que cherche à nous imposer le créationnisme, je crois que c'est même pas la peine de l'évoquer, tellement cela laisse peu de part à l'intelligence. Au moins ça s'est tranché. Bien, nouvelle pause musicale, on retrouve David Danery sur Ici et Maintenant dans un court instant. À tout à l'heure. David Danery, Robert Ethique, l'un de tes collaborateurs, nous a rejoint, il est en ligne avec nous, et lui, si j'ai bien compris, est plus spécialement dédié au domaine des énergies libres. Robert a des prérequis qui sont intéressants, et un curieux assez rigoureux, et qui en plus a un regard également en termes de conscience de ce que représente l'énergie libre en tant que thème par lui-même, qui je trouve était très très intéressant. Alors voilà, on collabore effectivement de numéro en numéro, on discute de l'actualité, on regarde un petit peu ce qui se passe, et on essaye d'avancer dans ce domaine où il y a une foule de choses qui sortent de plus en plus d'ailleurs, de plus en plus nombreuses, où il n'est pas toujours facile de retrouver ses petits, et où le regard de Robert, qui est très aiguisé, en plus avec beaucoup d'humour, nous permet d'y voir plus clair. Alors, on connaît en France les travaux de Jean-Louis Naudin, on connaît un peu, disons, on connaît le procédé Pantone, un peu, pas beaucoup, mais en fait, c'est pas la vraie révolution attendue. J'ai appris que dans les années 30, le banquier J.P. Morgan avait donné pour instruction à ses collaborateurs de ne lui présenter que des projets sur lesquels on pourrait placer un compteur. Et je crois que c'est assez révélateur d'une mentalité et d'un vice qui a engagé toute une époque derrière lui. Et l'idée des énergies libres, si l'on en croit Stephen Greer dont on parlait tout à l'heure, ou de Harold Puthoff qui travaille dans son laboratoire à Austin, Texas, c'est d'aller beaucoup plus loin, c'est de rendre l'énergie libre et gratuite à disposition de chaque citoyen. Est-ce que Robert Ethique a trouvé des pistes ? Les pistes, il y en a plein. Il y a Mestéorn, notamment. Une des seules choses qui existent et qui soit publique, c'est la fameuse machine du Norvégien Reidar Fensrud. Il l'a défini lui-même comme une sculpture perpétuelle. C'est une boule qui tourne entre deux pistes, c'est des roues de vélo en fait, et puis qui tourne comme ça pendant des mois, on lui donne une petite impulsion, enfin c'est assez difficile à régler je crois au départ, puis ensuite ça continue quoi. Bon ça c'est une machine qui fonctionne toute seule mais elle produit pas d'énergie, ça fonctionne avec, on sait pas trop comment d'ailleurs, il y a des pendules avec des aimants, etc. etc. Bon il y a cette machine-là qui est publique, on peut aller la voir dans son exposition à côté de la capitale norvégienne. Sinon, il y a la machine Meternita, là, qui a été fabriquée par une communauté, des gens disent que c'est une secte, enfin ce n'en est pas une, disons c'est une communauté en Suisse allemande. Bon ça c'est pareil, c'est une machine électrostatique avec 2 roues contre-rotatives, on la fait démarrer avec une impulsion et elle produit, elle par contre elle continue à fonctionner toute seule et elle produit de l'énergie. Bon cette machine-là elle n'est pas visible. Il faut aller les voir, il faut être agréé, ils veulent pas la donner au grand public parce qu'ils trouvent que l'humanité n'est pas encore prête à recevoir ce genre de truc. Bon. Elle serait surunitaire, elle pourrait permettre de produire... Ah oui, c'est surunitaire. Une petite machine grande comme une machine à coudre à peu près, où on allume une lampe de 150-200 watts et puis ils en ont fait des grosses machines qui font 1 mètre ou plus d'1 mètre de haut, 2 mètres même de diamètre. Et puis qui fait des kilowatts, paraît-il, et ils ont ça dans leur communauté, ils s'alimentent en électricité comme ça. Bon, ça a été traité par les médias en disant que c'était une machine, guère plus qu'une machine électrostatique, et puis voilà, quoi. Ça a été traité par-dessus la jambe, un petit peu comme les crop circles, on disait que c'était les 2 petits vieux avec des planchettes qui faisaient les crop circles. Et maintenant, les nouveaux crop circles, c'est fait par les copains de ces gens-là, quoi. Donc voilà, donc ça c'est à peu près les 2 seules choses dont on est... Il y en a plein, il y a le moteur... Il y a la machine de Newman, Robert. Ouais, il y a la machine de... Il y en a plein, mais on les voit pas, il faut aller... qu'ils soient vraiment publics, quoi. Enfin, ça, c'est pas encore public. Et le moteur japonais commercialisé, paraît-il. Ouais, paraît-il, ouais, mais moi je sais... Ouais, il y a un moteur japonais commercialisé, Minato, c'est ça, non, vous voulez Oui, parler? Minato.
Mais Minato, lui, il prétend que c'est pas surunitaire, c'est juste un moteur très très efficace. Effectivement, il y a Stehorn, c'est pour ça que Stehorn... Alors venons-en à l'affaire Stehorn, oui. Ouais, parce que là, Stehorn, c'est vraiment un grand coup, quoi. Hein. Robert, tu veux bien nous expliquer comment ça a commencé par cette page dans l'Économiste l'an dernier? Alors ça a commencé en août, c'était en août dernier, en août 2006. Ils se sont fendus d'une page dans The Economist disant, voilà, on a trouvé un nouveau procédé qui produit de l'énergie propre, inépuisable, vous n'aurez plus besoin de recharger vos batteries, etc., etc. Ça peut être augmenté en taille. Et on cherche 12 scientifiques, leur mot était cynical, 12 scientifiques cyniques, enfin, pour tester notre truc. Alors écrivez-nous. Alors ils ont eu, envoyez-nous un mail. Alors ils ont eu plusieurs milliers de réponses. Ils en ont sélectionné 12. Et maintenant, ces gens-là, paraît-il, je dis paraît-il parce que on ne sait pas du tout comment ça fonctionne leur truc. On sait qu'ils l'ont découvert par hasard. C'est une machine à aimant permanent qui fonctionne toute seule et qui produit de l'énergie. Ils ont pris une politique, parce que la plupart des gens cherchent ils ne disent pas tout, ils déposent des brevets, ils essayent de déposer des brevets, etc., etc. Eux, ils ont choisi une méthode différente. Donc là, les 12 scientifiques sont au travail. McCarthy, comme le PDG de Stehorn, pense que ça va durer à peu près 1 an. Mais bon, si ça dure 2 ans, tant pis. Et donc, ils sont chargés de dire si ça fonctionne ou pas. Et parallèlement à ça, ils ont créé un site web, évidemment. Donc là, il y a avec un forum qui est... j'ai jamais vu un forum comme ça. Il y a des milliers et des milliers d'interventions, des milliers de sujets, avec certaines qui n'ont pas 3-4 interventions, d'autres des milliers aussi. C'est un boulot à plein temps de lire ça. Moi, j'ai pas le temps. Hein. Et puis ensuite, ils ont fait ce qu'ils appellent le Stehorn Development Club. Ils ont sélectionné 200 personnes à laquelle ils donnent des indications pour qu'ils essayent de reproduire le système, quoi. Donc voilà. Alors évidemment, il y a la plupart Stehorn, ils ont tout le monde contre eux. Ils ont les croyants, entre guillemets, parce que les believers, on appelle ça, les croyants en énergie libre qui se disent c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible, c'est une entreprise de désinformation. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, ils vont dire, voyez, c'est faux, ça n'existe pas, ça peut pas exister. En attendant, ils ont mouillé pas mal de gens, dont Thomas Berden, qui lui pense que Stehorn, c'est réel, quoi. Et puis il y a donc ça, c'est les believers qui disent ça, les croyants entre guillemets. Et puis il y a les sceptiques qui disent c'est une entreprise de, comment ils appellent ça, marketing viral. C'est-à-dire que c'est un coup de pub, quoi, pour Stehorn, qui va dire oui, mais ça n'existe pas effectivement, mais nous avons quand même des procédés qui sont pas surunitaires évidemment parce que c'est impossible, mais très efficaces. Donc voilà, un coup de marketing ou un coup de bluff, vous voyez. Donc voilà, Stehorn, on en est là. Donc c'est en Irlande? C'est en Irlande. Alors en plus, les gens ils rigolent, quoi, les Irlandais qui ont trouvé le mouvement perpétuel. Enfin, vous voyez tout le genre de blagues qu'on peut faire à partir de ça, quoi. Donc voilà, moi je pense qu'on ne sait pas, on n'a pas vu. Ils ont fait ce qu'ils appellent le Stehorn Magnetic Toy. Là, c'est une petite machine qui effectivement, semble produire plus d'énergie. C'est-à-dire que quand elle fait un tour, elle retourne à sa position initiale et en attendant, elle a créé un peu d'énergie, quoi. Mais ça, c'est une machine à un coup, comme je dis. Et donc voilà, Stehorn. Moi, je pense que de plus en plus, ça paraît vraiment quelque chose de très sérieux, quoi. Mais je vous dis, ils ont contre eux à la fois les gens qui croient, puis en plus, les gens qui croient, ils disent mais comment que ça se fait? Il n'y a pas de, ils n'ont pas été menacés, etc., etc. Ça a l'air trop simple, trop facile pour être vrai, quoi. Et les autres disent c'est pas possible. Donc il y a autre chose. Voilà. Alors, est-ce que la rumeur de pré-faillite s'est vue confirmée? On a parlé d'un groupe qui était en difficulté financière et qui aurait trouvé un coup pour se renflouer. Moi, j'ai pas entendu ça parce que Stehorn, ça fait... Parmi les nombreuses rumeurs, oui, concernant Stehorn, celle-ci a circulé, mais... Ah ouais, j'étais pas au courant de cette rumeur. Ça serait extrêmement risqué d'essayer de se renflouer avec ce genre de pari. D'abord parce que leur pub dans The Economist, c'est franchement pas gratuit. Je crois que c'est... je sais pas si tu te souviens, Robert. Oh, je sais plus. C'était en ancien franc. 65 000 livres, je crois. Ancien franc, entre guillemets. C'était 400 000 balles, un truc comme ça, je sais plus combien. Oui, un demi-million, quoi, près de ça.
Donc ça, c'est quand même déjà, faut les trouver. Et puis parce qu'ils ont une démarche qui paraît foncièrement honnête, quoi. On entend dans leurs interviews quelques accents de sincérité, d'altruisme même. Ils n'ont pas cette velléité d'essayer de absolument, ce qui à mon avis a scellé un petit peu la fin de tous ceux qui ont joué le jeu des brevets industriels, qui se sont retrouvés vite au placard parce qu'effectivement, comme Didier le disait tout à l'heure, tout ce qui ne peut pas comporter un compteur est voué à l'échec par ceux qui vendent de l'électricité, qui sont quand même des lobbies extrêmement puissants. Donc ils ont dit on avait deux solutions, soit on essaye de développer ça en cachette, ce qui paraît très difficile pendant 10 ou 20 ans, et puis on sort le truc une fois que c'est complètement développé, ce qui est quand même une entreprise assez hasardeuse, ou alors on tente ce coup-là, le coup de la médiatisation, qui est la meilleure façon à la fois de nous protéger, de protéger l'idée, et de faire en sorte qu'un jour ça sorte, surtout si c'est validé par un jury de scientifiques. Donc je trouve que c'est leur raisonnement en tout cas est parfaitement construit et puis crédible. C'est pour ça qu'on a envie de suivre cette affaire parce que c'est quelque chose qui nous semble quand même des plus sérieux. Mmh. Oui, puis mettre 200 bonhommes dans le coup, enfin, est-ce que... J'en sais rien, moi. Et puis, il se passe des choses, souvent, si c'est pas du marketing viral, comme on appelle ça, je sais pas ce que ça veut dire, d'ailleurs, moi, enfin, j'ai entendu ça, cette expression. Et si on prend Perendef aussi, qui aurait un moteur qui fonctionne avec des aimants permanents. Bon, moi, j'ai vu une vidéo de Perendef, là, qui circule sur le net. On voit bien qu'il y a quelque chose qui tourne, mais à un moment, ce qui m'a frappé, c'est que la personne, c'est Sterling de Allen là, qui a un site qui s'occupe d'énergie libre. Toutes les nouvelles viennent de lui, en fait, souvent. Donc, il a arrêté la machine comme ça à la main. Donc, moi, je pense que des gens comme Perendef, ils ont quelque chose, effectivement. Mais peut-être qu'ils sont un peu précipités. C'est-à-dire qu'ils ont un modèle qui fonctionne. Mais bon, ensuite, faire un deuxième modèle, parce qu'avec les aimants, les aimants permanents, il n'y en a jamais deux pareils. Et c'est souvent un coup de peau, les gens qui font des machines. Moi, je pense au moteur de Troy Reed. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, David. Oui, bien sûr. Il y a Jean-Louis Naudin qui avait essayé de le reproduire. Oui. Il y avait un Américain qui l'avait reproduit. Bon, Troy Reed, on l'a vu, il y a un DVD où on voit sa bagnole tourner avec son moteur. Oui. Bon, il y a un Américain qui avait réussi à reproduire ce moteur à aimant permanent aussi, un petit peu genre Stehorn, je suppose, et Perendef. Donc, il avait donné tous les plans à Jean-Louis Naudin, qui, lui, n'a pas réussi. Et l'Américain, je ne sais plus comment il s'appelle, disait qu'il avait mis 3 mois à mettre au point ce truc-là. Et le fait que le moteur Perendef, cette version-là, en tous les cas, parce qu'ils ont eu plusieurs versions, puisse l'arrêter à la main, je pense que c'est un truc qui fonctionne, mais qui ne doit pas produire, en tous les cas, dans la version que j'ai vue, il n'a pas beaucoup d'électricité. Donc il y a des gens qui se précipitent comme ça, ils disent j'ai trouvé quelque chose, bon, je dépose un brevet ou pas, peu importe. Et puis ensuite, ils ont des commandes et puis ils s'aperçoivent que ça fonctionne pas toujours. Moi je pense qu'il y a des choses comme ça qui se passent. C'est pour ça que ça sort pas aussi. Steven Greer, dont je parlais tout à l'heure, pensait déjà, il y a 2 ans environ, pouvoir produire publiquement 2 types de moteurs dont il avait les plans. Ouais. Et on n'a rien vu venir pour l'instant. Ah ouais, mais c'est ça, on ne voit rien venir. C'est assez terrible. Bon, il y a un gars dans le site de overunity.com de Stéphane Hartmann qui a modifié un moteur Bedini qui s'appelle le Bedini Call Window Motor, le moteur fenêtre, c'est-à-dire pourquoi ? Parce que les bobinages sont carrés, en forme de fenêtre, quoi. Et donc il a reproduit ce truc-là, il a donné tous les plans, il n'y a pas de problème. C'est très très précis. Il y a des composants un peu exotiques. Moi, je les ai commandés. Il a fallu que je fasse appel à 4 fournisseurs pour trouver tous mes composants, des transistors un peu spéciaux, un relais de chez Cruze, etc., etc. Donc, je suis en train de le reproduire. Bon, je sais pas, j'ai fini. Et il y a des gens qui bossent là-dessus. Et je crois qu'il y a personne n'a vraiment réussi à reproduire le truc. Et puis, le Mike en question qui a fait ce moteur-là, qui a modifié ce moteur-là, il a disparu. On l'entend plus. Alors pourquoi il a disparu ? Est-ce que c'est une... Alors il y a des gens qui disent ouais, vous voyez, il a disparu, c'est un fake, quoi, et c'est une arnaque, quoi. Mais je crois pas. Je crois qu'il y a une autre vidéo où on voit ce moteur-là, mais ils en parlent pas apparemment dans le forum. Donc ce sont des trucs, à mon avis, il y a une histoire de coup de peau là-dedans. Surtout si on travaille avec des moteurs ou des aimants, des bobinages, il y a une histoire de coup de peau. En fait, ce serait un moteur qui fonctionnerait, on donne une petite impulsion et ensuite il fonctionne tout seul. Il charge simplement un condensateur et de temps en temps,
enfin tous les cycles, il le décharge pour alimenter le système électronique. Donc ça, c'est un truc aussi, bon, c'est pas l'avenir de l'humanité, parce que ça produit pas c'est un petit peu comme la machine du Norvégien, hein, ça produit pas de courant supplémentaire, mais c'est quand même un truc qui est contre les lois de la physique actuelle, c'est-à-dire qu'il fonctionne tout seul, quoi. Sans l'aide de personne, comme dit l'autre. Bon, voilà. Et dans toutes ces histoires d'énergie libre, là, c'est jamais clair. Ça, c'est vrai. C'est vrai que les sceptiques ont beau jeu de rigoler. Et en plus, il y a un gars qui s'est payé le luxe, un Américain, de reproduire donc ce moteur, de passer une vidéo dans YouTube ou Google en disant, voyez, j'ai reproduit le moteur de Mike, regardez, ça marche bien, ah oui, effectivement. Et puis à la fin du truc, au bout de 2 minutes, il enlève un truc, il dit, voyez, la pile, elle est là. Donc il y a quelques personnes aussi qui s'amusent à faire des faux, quoi. Donc il faut être vraiment très très vigilant pour pas se laisser berner et pour... Oui, en même temps, on sait que la liste de ceux qui ont clamé avoir véritablement mis au point quelque chose et qui ont eu des sérieux ennuis, quitte à y perdre la vie, existe. Hein, ça existe, ouais. Bon, on peut s'en douter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'enjeu, mais on peut se douter que les lobbies de l'énergie vont pas lâcher le morceau tout à fait comme ça, en rigolant, quoi. Hein, donc ça aussi, ça apporte pas mal au moulin de la polémique hein, sur cette question-là. Enfin, ce qui m'intéresse aussi, c'est chez Robert Ethick, c'est qu'il a aussi une vision de ce que représente la surunité ou les rendements supérieurs à 1 ou pas. Il a un avis, je crois, que j'aimerais bien l'entendre parler un petit peu de ça et qui nous permette de comprendre où se situe le problème en réalité, quoi. Est-ce que c'est possible de passer la surunité ou est-ce que c'est un faux problème qui est un petit peu tronqué à la base? Bienvenue Robert. Ouais, c'est téléphoné. Je lisais un article récemment de Burden qui expliquait ce que en fait, surunitaire, c'est pas Burden qui disait, c'est une autre personne dont je me souviens plus le nom, qui disait que le mot surunitaire, c'était un oxymoron, c'est-à-dire une obscure clarté, quoi. C'est un mot qui voulait dire aussi son inverse. Une expression, en tous les cas, qui veut dire aussi son inverse. C'est-à-dire que, en fait, il ne faudrait pas parler de surunitaire, mais de coefficient de performance supérieur à 1. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un coefficient de performance supérieur à 1 ? Ben, si vous prenez un bouquin, j'ai pris il n'y a pas longtemps un bouquin de physique de première, on explique que un réfrigérateur, une pompe à chaleur, a un coefficient de performance de 2 ou 3. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que par rapport à ce que met l'opérateur dans la machine, si par exemple dans une pompe à chaleur vous mettez 1 kW d'électricité, ça va vous ressortir l'équivalent de 3 kW en chaleur. Voilà, et le reste est pris dans l'environnement. Mais quelque chose de surunitaire, c'est-à-dire de rendement supérieur à 1, ça n'existe pas, parce qu'un rendement, par définition, c'est inférieur à 1. Il y a toujours des frottements ou des trucs comme ça, rien n'est parfait, quoi. Donc le mot surunitaire, mais qu'on utilise quand même, serait un oxymoron. Bon, je sais que les Américains, ils sont assez... ils aiment bien faire des procès, des choses comme ça, donc ils sont assez précis dans leur... quand ils disent quelque chose, quoi. Donc voilà, quel est le rendement d'un moulin à eau ou d'un moulin à vent ? Le rendement par rapport à quoi ? Par rapport à ce que met l'opérateur. L'opérateur ne met rien dans le moulin. Meunier, tu dors, hein, ton moulin va trop vite. Le meunier, il fait rien. C'est le vent qui fait le boulot. Et dans un moulin à eau, par exemple, si on considère la masse d'eau et le volume d'eau et la vitesse de l'eau qui pousse l'aube, eh ben le rendement, il est très inférieur à 1. Il y a des frottements, etc., etc. Donc, on parle plutôt de COP, coefficient of performance en anglais, et sinon de CDP, coefficient de performance. C'est-à-dire, qu'est-ce que met l'opérateur mettant ou rien, et qu'est-ce qu'on a en sortie ? Ben, le COP peut être infini, comme dans un moulin à eau, un moulin à vent. L'opérateur ne met rien. C'est l'environnement qui met tout dans un bateau. À voile, l'opérateur, bon, il met pas grand-chose. Il bouge un peu les winches, etc. Quoique dans certains bateaux, il faut bosser. Mais enfin, par rapport à ce que met l'opérateur, ce qu'il a en sortie, voilà ce que c'est qu'en fait quelque chose qui est surunitaire, quoi. Et donc, pour les histoires des moteurs à aimants, etc., eh ben, c'est l'environnement. L'opérateur, il met rien non plus. Donc, c'est l'environnement qui fait le boulot, quoi. Alors maintenant, les gens disent, mais quel environnement, quoi ? Parce que pour un moteur à eau ou un moulin à vent, on comprend que c'est l'eau ou le vent. Mais pour un truc à aimant permanent, eh ben, les gens disent, c'est l'énergie du vide. Voilà, la zero point énergie.
Alors maintenant, il y a des gens qui disent, oui, d'accord, il y a peut-être de l'énergie dans le vide, mais on ne peut pas la récupérer. C'est un petit peu comme l'énergie de gravitation. Elle existe, mais on ne peut pas la récupérer. C'est un système conservatif. C'est-à-dire que si vous faites un tour, vous retournez au même point, vous gagnez rien. Par exemple, dans un moteur à aimant, quand on joue avec des aimants, on a vraiment l'impression qu'on peut faire quelque chose avec des aimants. Quand ils se collent très fortement sur une partie métallique, on dit, non, il y a du travail de fourni là. Et les scientifiques disent, oui, il y a du travail de fourni, mais dans la moitié d'un cycle simplement. Un moteur, c'est quoi? C'est une série de cycles, on revient à son point de départ. Donc vous pouvez effectivement penser qu'un aimant qui se colle comme ça brusquement sur une plaque métallique produit du travail, mais il faut revenir au point de départ, donc il faut le tirer l'aimant. Il faut donner le même travail pour revenir au point de départ. Donc vous gagnez rien. C'est un système conservatif, de même que les roues à la Bessler ne sont pas possibles, etc., etc. Alors pour les roues à la Bessler, j'en sais rien, mais pour les aimants, on peut simplement leur dire que quand vous laissez coller deux aimants l'un sur l'autre, d'ailleurs il faut enlever ses doigts, pour les enlever, vous n'allez pas faire le même mouvement, vous allez essayer, quand il y a deux aimants de coller, donnez ça à quelqu'un, dites-lui, décollez-le, vous allez voir qu'il ne va pas tirer de la façon dont les aimants sont collés, mais il va essayer de prendre la tangente, quoi. Mmh. Il va les faire glisser, oui. Il va les faire glisser, et il semblerait que là, il y a moins d'énergie à faire pour revenir au point de départ que... Voilà. Donc les gens disent non, les systèmes à aimants, c'est pas conservatif. On rejoint là aussi ce que tu me disais sur les vecteurs. Ouais, enfin ce que je disais sur les vecteurs, c'était encore une fois c'était Berden qui expliquait que la physique de Maxwell, les premières équations de Maxwell, il utilisait les quaternions. Il calculait avec les quaternions. On ne connaissait pas encore le calcul vectoriel. Et il y a Heaviside qui est arrivé, qui a dit on va simplifier tout ça. On va plus utiliser des quaternions, on va utiliser des vecteurs. Seulement le problème avec les vecteurs, c'est que ça simplifie considérablement la chose. C'est-à-dire que deux vecteurs qui sont opposés l'un à l'autre, la somme est nulle. On imagine deux personnes qui poussent chacun sur un mur, deux gros balais qui poussent chacun sur un mur. Effectivement, la somme est nulle. Il se passe rien, le mur il bouge pas. Seulement, on voit bien qu'il y a une pression sur le mur, quoi. Et la somme des deux vecteurs est nulle. Par contre, si on prend des quaternions qui étaient, en fait, c'est un vecteur et un nombre, si on fait la somme de deux quaternions dont les vecteurs sont nuls, on a deux fois le nombre. Et donc ça a été enlevé par Heaviside, et il paraît que c'était un peu le secret des équations de Maxwell qui avait trouvé une théorie unitaire, en fait, mais qui ne le savait pas. Donc voilà. Je sais pas si j'ai été clair. Ce que dit Bearden, en gros, c'est qu'aucun générateur n'a jamais produit, en fait, d'électricité, mais qu'il ne fait que déséquilibrer les forces présentes naturellement dans chaque centimètre cube de vide existant. Et que, en fait, c'est une erreur de conception de base, qui est de considérer que, comme dit Robert, les deux gros balaises qui poussent chacun de leur côté sur le même mur, mais dans un sens opposé, de considérer qu'ils n'existent pas, parce que le mur ne bouge pas. Oui, le mur ne bouge pas, et puis comme une force est représentée par un vecteur, et que la somme de deux vecteurs qui vont en sens inverse, c'est nul, c'est zéro, quoi. Mais on voit bien qu'il se passe quelque chose. Mais pourtant, il y a deux forces qui s'exercent, voilà. Donc le problème se situe là. Voilà, et ce que dit Berden, c'est que si on avait continué, parce que il paraît que les quaternions, moi je sais pas, je suis pas matheux, hein, mais les quaternions, il paraît que c'est abominable à calculer, c'est très compliqué, les calculs deviennent très compliqués. Donc il y a Heaviside qui est arrivé, qui a dit, bon, c'est bien joli, tout ça, moi je simplifie. À la place de 20 équations, j'en fais plus que 6. Et après, ce qu'on étudie, c'est les équations de Maxwell, mais en fait, c'est pas les équations de Maxwell, c'est les équations de Maxwell revues et corrigées par Heaviside. Et qui a enlevé toute cette partie, toutes ces constantes, là, quoi. Et donc, si on représentait les forces par des quaternions, un quaternion c'est un vecteur et un nombre. Donc, mais les deux vecteurs peuvent être opposés, donc la somme des deux vecteurs est nulle, mais la somme des deux nombres, c'est la somme des deux nombres. Sauf s'ils sont, s'il y en a un qui est négatif, l'autre positif, ça fait 0, mais ça, la plupart du temps, ça fait pas 0. Donc, on a enlevé une espèce de dimension, et donc voilà, donc toute la physique est basée sur le calcul vectoriel. Et d'après Berden, il faudrait revenir en arrière, quoi. Enfin, en tous les cas, prendre ça en compte. Pour ma part, j'avais une autre approche de la
physique du vide, à savoir que si dans un bocal on arrive à extraire la dernière molécule d'air, on crée un état panique duquel surgit une étincelle. Ouais, c'est possible ça. Ouais. J'ai Ouais, vu ça il y a longtemps chez Hubert Reeves, bien qu'il ne soit pas spécialiste lui-même. Ouais. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose. Je sais pas. Les gens disent les aimants peuvent pas produire de travail. Parce que de toute façon, un aimant, quand vous restez suspendu, un aimant, parce qu'il y a des aimants qui sont très costauds, hein, vous collez un aimant au plafond, s'il est métallique, vous suspendez à l'aimant, vous ne produisez pas de travail parce qu'il n'y a pas de mouvement. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose quand même. Enfin, moi, je sais pas, je trouve. Il y a des Chinois là, qui sont assez chinoiseurs, effectivement, ces Chinois, qui ont fait un appareillage très simple. Ils ont mis 2 cathodes dans un tube à vide, et donc, je sais pas qu'est-ce qu'ils chauffent ça, ou ils font... Je crois qu'ils les chauffent, ouais. Et donc, ça éjecte des électrons, mais il y a autant d'électrons qui vont d'une cathode à l'autre qu'ils ne gagnent rien, quoi. Bon, d'accord. Par contre, s'ils mettent 2 aimants, comme c'est des électrons, un aimant qui repousse les électrons, le côté positif d'un aimant, qui va repousser les électrons, et de l'autre côté, dans leur petit tube à vide, là, le côté positif d'un aimant qui va attirer les électrons et le côté négatif de l'autre qui va les repousser, eh ben, il se passe un courant électrique. Il y a un courant électrique dans leur petit truc. Bon, pas un gros courant, mais alors, vous voyez, les aimants, ils produisent quand même quelque chose, parce que si, en principe, un aimant, c'est neutre, quoi, ça fait rien. Mais si on en met dans leur petit dispositif, là, il y a un petit courant qui passe. Donc les aimants, ça produit effectivement quelque chose. Moi, j'ai lu des articles où les gens parlaient, ah oui, les aimants, oui, effectivement, ils restent en pendant comme ça pendant des centaines d'années, mais ils produisent aucune force. On peut très bien mettre un clou, et voilà. Et ben, dans le truc des Chinois, si vous mettez un clou à la place d'un aimant, ben, il n'y a pas de courant électrique. Donc il y a des tas d'expériences comme ça. Bon, ben évidemment, ils n'ont pas publié ça dans Nature, hein. Puis ils en ont fait une autre expérience. Donc ça montre que les aimants peuvent produire quelque chose. Bien qu'officiellement, un aimant, ça fait rien. Ça produit pas de travail. Magnet don't do work. Donc à suivre pour l'instant, ce serait trop simple de dire il a effectivement été trouvé, le procédé existe, il peut être distribué aux populations, on n'en est pas là. Il y a un espoir du côté de Stehorn, en suspens pour plusieurs mois. Oui, distribué aux populations. Et puis je lisais aussi un article à propos de Perendef. Je crois qu'ils ont quelque chose, mais peut-être pas reproductible, parce que maintenant les clients sont exigeants. Hein. Quand on leur dit vous allez, parce qu'ils vendent des trucs assez chers, hein, vous allez dépenser, je sais pas moi, 15-20 000 euros pour une machine qui vous donne tant de kilowatts. Si la machine ne donne pas le truc escompté, donc ils auront des ennuis. Hein. Et puis en plus, il y a des histoires, ça va être des histoires de sécurité, parce que ces aimants-là sont très forts. Si jamais il y en a un qui se décroche, avant que ce soit ce qu'essaye de faire Stehorn en principe, hein, c'est que ce soit reconnu, quoi, que effectivement on peut faire les aimants peuvent produire quelque chose, quoi. Mais par la suite, vendre quelque chose, c'est autre chose. Il va y avoir des histoires de sécurité, vous connaissez le truc. Hein. Il va y avoir des commissions, dire ah ouais non, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Donc être sur le marché, faut attendre un peu à mon avis. Il faut déjà que ce soit reconnu, quoi, plus ou moins officiellement, avant que ce soit dans tous les foyers. Enfin, je pense. Et avant que ça soit dans toutes les revues, ça sera au moins sur Nexus. Ah ouais, c'est ça, oui. Bah oui, on essaye de... Moi, je suis aussi sceptique. Enfin, je suis sceptique, je fais gaffe, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui font des défauts, je sais que c'est très critiquable. Donc, à chaque fois, dans les articles, j'explique pourquoi c'est impossible d'après la science officielle. Enfin, j'essaye de comprendre. Et puis voilà, quoi. Mais c'est sûr que c'est pas... Et puis, tous les intérêts qui sont en jeu, vous imaginez le truc. On peut avoir de l'énergie gratuite et inépuisable. Les gens, ils vont se barrer, ils vont aller, je sais pas, habiter en forêt ou sur leur bateau. L'énergie, c'est terrible. C'est comme ça qu'on nous tient avec les compteurs, avec... on est tributaire d'EDF, de la pompe, parce que les moteurs à hydrogène, ça existe aussi, hein, qui ne fonctionnent qu'à l'hydrogène, qu'à l'eau, quoi. Ça existe. Hein. Meyer, Stanley Meyer, il a fait quelque chose. Hein. Mais bon, il aurait été empoisonné. Moi, je dis il aurait, parce que les gens disent oh non, c'est pas vrai. Je sais pas quoi, il est mort de je sais pas quoi. Enfin, vous voyez. Ah non, l'énergie libre, c'est vraiment Puis ça me fait penser aux ovnis aussi. On parle pas d'ovnis, mais si on disait, vous voyez, les ovnis, bon, ok, ça existe.
on vous a menti pendant 50 ans, les ovnis ça existe. Qu'est-ce que diraient les gens? Ah, c'est très bien, mais ça marche en 12 ans 24 volts, ces ovnis là. Les gens commenceraient à se poser des questions sur l'énergie. Donc c'est peut-être un peu pour ça aussi qu'on ne parle pas trop d'ovnis, ou on s'en moque. C'est vraiment le problème, que l'énergie, c'est l'argent. Hein. Une théorie récente laisse entendre que le dispositif énergétique alien serait à base de pentagène, autrement dit le 5e isotope de l'hydrogène, mais qui est remarquablement instable. Donc il suppose une production et un confinement assez délicats avant de pouvoir être utilisé. Ouais, je sais pas, peut-être, ouais. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de faire le plein, quoi. Et donc, s'ils n'ont pas besoin de faire le plein, les gens commencent à gamberger. Bien, Robert. Je ne sais pas. On va remercier Robert Ethique, bien sûr, et conclure avec David Dennery. Cette émission est diffusée le mardi soir à partir de 23h et le dimanche de 14h à 16h. On a fait un tour d'horizon, sachant aussi qu'il y a quantité d'autres sujets dans Nexus qui auraient mérité le même traitement. Et pourquoi pas une autre émission avec 4 autres sujets, David? Effectivement, on aborde beaucoup des sujets de santé qui remettent en cause, encore une fois, les paradigmes orthodoxes. Bon, c'est vrai que là aussi, la biologie, avec depuis Benveniste et la mémoire de l'eau en tant que phénomène en premier lieu informatif et non pas matériel, ouvre des champs qui sont quasiment infinis. Et puis les sujets souvent abordés dans Nexus, les thérapies alternatives, effectivement, au travers d'éléments naturels. Enfin bon, encore une fois, la santé, tout ce qui est alternatif à la chimie des grands lobbies pharmaceutiques est abordé. Il faut parler d'André Gernez, par exemple. Oui, André Gernez, oui, effectivement, par exemple, qui est un médecin dont les découvertes ont fait l'objet, en tout cas, de conflits au sein des plus hautes autorités de l'État et qui, finalement, n'ont pas su trouver une voie qui leur est méritée. Bon, tout ce qui est de l'ordre, finalement, de ce qui n'est pas dit ailleurs, hein, et qui remet en cause les paradigmes conceptuels qu'on nous inculque tout au long de notre éducation et puis à longueur de pages de médias et d'antennes bien pensants et de la pensée unique. Voilà. Oui, et puis bousculer aussi un peu les patrons, où qu'ils se trouvent, les patrons de laboratoires qui se croient installés et ceux qui dispensent avec parcimonie calculée les subventions de recherche, qui ne les donnent pas évidemment à ceux qui sont à contre-courant de la vieille école. Oh bah oui, c'est de bonne guerre, hein, mais de ce point de vue-là, je pense que, voilà, encore une fois, nous, on n'a pas une démarche bien d'activiste militant, en tout cas. Nous, on donne l'info, et puis je crois il faut pas oublier qu'on a un énorme pouvoir, tous. On est tous un peu complices. On se rend tous un peu complices à chaque fois qu'on ouvre notre porte-monnaie et qu'on se laisse aller à leur influence. Il faut se souvenir de ce pouvoir-là, quoi. Alors, on essaie d'informer les gens afin qu'ils s'en souviennent et qu'ils comprennent, comme la Boétie le disait déjà il y a 400 années, dans son célèbre discours de la servitude volontaire, que ces fameux puissants, finalement, c'est pas vers eux qu'il faut jeter des pierres, en tout cas, et que le principal ennemi que nous avons, c'est nous-mêmes. Et c'est l'ignorance. Donc voilà, nous, on essaye d'informer afin que les gens comprennent que le seul pouvoir qu'ont ces gens-là sur nos vies, c'est celui que nous, des millions de gens pourtant, alors qu'eux ne sont que quelques-uns, nous leur donnons. Que sans cela, il ne serait pas grand-chose, en tout cas. Ce qui nous manque peut-être, à nous et à ces gens-là dont tu parles, c'est de le savoir. Savoir qu'on a ce pouvoir. Oui, je pense que c'est... Ah oui, ça c'est essentiel. Hein. Le vrai générateur à énergie libre, c'est peut-être l'humain. Et l'information. Ouais. L'énergie. Le site web de Nexus, c'est simple, c'est www.nexus.fr. Oui. Je ne ferai l'injure à personne de l'épeler Nexus. David Dennery, c'était un plaisir. On a d'autres sujets à aborder, y compris Maître Philippe de Lyon, par exemple. Tout à fait remarquable article qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur un personnage que je croyais pourtant connaître. Bref, Nexus, c'est varié et ça se trouve en kiosque ou par abonnement. Ça se trouve en kiosque, pas dans tous les kiosques, parce que notre tirage, il y a des dizaines de milliers de kiosques et notre tirage ne permet pas d'être partout. Il y a un site qui vient d'être mis en ligne et qui s'appelle trouverlapresse.com
Et vous pouvez facilement trouver le kiosque le plus proche de chez vous. Nexus est distribué partout en France. Et vous trouverez facilement le kiosque le plus proche de chez vous où il se trouve. Trouvez-la-presse.com. Merci David. Merci beaucoup Didier. Radio Ici et Maintenant, c'était La Vague d'OVNI, comme chaque mardi soir à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. Une série produite et présentée par Didier Deplège, Alex à la réalisation.